le ferai, non? Attends, je sors une couverture de mon Gunna, tiens. Merci, ça. Ah, attendez, j'avais ma feuille. Allez, chers auditeurs et auditrices, venez vous asseoir avec nous près de ce feu de camp virtuel qui vous offrira un peu de repos après une course folle dans la cité de Lude. Aïe, le compagnon grand poil et Zéphiriel. Aïe, ou deux. Bienvenue dans ce 18e épisode, bientôt 19, de la 19e Palabre. On est toujours dans le tome 3 de La Tour Sombre, livre 2, intitulé Lude, un amas d'images brisées. Et on commence le chapitre 5, intitulé Le pont et la cité, mais on n'ira pas jusqu'au bout. On va découper ce chapitre-là en deux, parce que on n'a pas envie de faire un épisode de 6 heures. Donc on va jusqu'au point 22 inclus, et on finira ce chapitre-là au prochain épisode. Oui, chef. On commence par les commentaires. Au dernier épisode, on avait fini sur le fait que char, ça signifie mort. C'était ce que se disait Roland. On avait reparlé de chariotterie parce qu'on avait parlé du coup de Charlie, tout ça. Et en fait, on a eu deux commentaires qui nous ont fait le rapprochement. Je vais vous lire celui de Diosis qui dit personnellement, j'ai toujours imaginé Hot faire des jappements de Yorkshire. Loin de lui attribuer une voix de crooner. Ça, j'y reviendrai plus tard sur la voix parce que j'avais posé la question sur Spotify. Concernant le char, voulant signifier la mort, je me suis surpris à mettre en relation Charlie/Blaine et Charon de la mythologie grecque. En effet, si Blaine emmène le cathète vers leur funeste destinée, alors il remplit plus ou moins le rôle de passeur d'âme, le Styx pouvant être représenté par les terres perdues. Ouais, c'est très bien. C'est très malin. Ouais, c'est malin. Ouais. J'aime bien. Et Frémo Game a eu la même idée qui a marqué. Quand je l'ai entendu, j'ai tout de suite pensé au passeur d'âme de la mythologie grecque Charon et d'après Wikipédia, charopos, au regard ardent, ce qui peut signifier des yeux cruels, brillants ou fiévreux, ou encore des yeux d'une couleur bleu-gris. Donc on se rapproche un petit peu de Roland. Ah ouais. Le nom pourrait être un euphémisme pour désigner la mort. Les yeux brillants pourraient être une référence au caractère colérique ou irascible de Charon tel qu'il est souvent décrit dans la littérature. Et Blaine correspond totalement à ces descriptions. De plus, il conduit les voyageurs à travers un fleuve. Ici, les terres perdues qui sont infranchissables d'une autre manière. Et je pense même à la fin de Magie et Cristal ou à la fin du passage de la Tramée. On peut penser à une sorte de porte des enfers, le palais vert, avec Cerbère qui garde la porte, ici Randall Flagg, avant l'arrivée dans le monde ultime. Alors là, pour moi, ça va un peu loin. Ouais, ça a le l'air Charon, je l'ai. tiré par les cheveux. Mais, les yeux bleus de Roland, Frémo déjà, Game je fait vois, ce que les nous gars. on fait, quoi. On est là pour faire des très- théories. Hein. Oui. Oh, oui, ça va loin, mais c'est... Oui, c'est un fil que nous, on tire pas, mais on valide qu'il soit oui, tiré mais par c'est d'autres marrant, c'est personnes. marrant. J'ai tiré un fil hier sur le truc, les gars. Je m'attendais à plus à réaction de votre part. Comment ça? Sur notre chaîne, sur DuckTales. ouais. On était en train de jouer à Valheim. Tu pourras en parler si tu veux. Non, mais c'est pour dire que dans le sens où on tire tellement loin que c'est marrant. Oui, mais bien sûr. Mais oui, enfin, dès qu'on entend parler de porte dans d'autres œuvres, on est en train de se dire attends, mais est-ce que c'est une vraie porte ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Et Frémogam avait commencé son commentaire en disant super épisode encore une fois, j'ai grave adoré. Plusieurs points dont j'aimerais discuter. Alors très bien, discutons. Palabrons. D'abord, je suis entièrement d'accord sur la théorie où Jack Mort égale Hot. Merci. Moi, j'irais plus loin en disant que Morte, dans le monde de Jake, était peut-être possédée par l'homme noir. De ce fait, c'est peut-être la raison de son comportement si mauvais. Ça, je crois qu'on s'était... Ouais. qu'on avait plus ou moins dit qu'il y avait sans doute un peu Il y avait d'influence, une base, mais pense qu'il y peut-être avait pas quand tant même que une ça. bonne base. Les premières fois où Ouais. il a fait du mal, c'était pas RF qui était là, quoi. Ouais. Mais quand on y repense, il a un rôle crucial dans la formation du cathète. C'est lui qui crée Deta, c'est lui qui pousse Odetta et donc permet de faire en sorte qu'elle devienne Susanna, c'est lui qui pousse Jake et permet de rencontrer Roland, puis ensuite rejoint le cathète dans la réincarnation de Hot pour aider de nouveau le cathète, mais sans l'aura maléfique de Randall Flagg. Oui. Ah, En fait, pour moi, il Ouais, fait non, partie j'étais- du cathète, qu'il soit mort ou qu'il soit vivant, il en fait partie et il a participé à sa construction. Ouais. Oui, ce qu'on disait quand on disait qu'il avait été tiré d'une façon ou d'une autre, c'est exactement ça, quoi. On avait un message de Dry Bones qui nous disait « Encore un excellent épisode de la 19e Palabre. Merci. Après 3 lectures du cycle, je le redécouvre d'une façon différente grâce à vous. Je suis les audiobooks en même temps que la diffusion des épisodes. Il n'y a vraiment qu'à 19 par mois, c'est sûr. Oui. Oui. Alors, heureusement et malheureusement, ça dépend de si on qui se doit lève du faire. point de vue de la nerd de la Tour Sombre ou de la personne qui monte les épisodes. Non, un seul, ça suffit. Le narrateur est vraiment très bon, mais je ne comprends pas pourquoi il l'appelle Hot OT, ça coince un peu à chaque fois. Oui, je me souviens. Alors, sur les premiers tomes, c'est Jack Franz qui a un très bon narrateur, mais il est décédé en cours de route, donc les 2 derniers tomes, c'est
Une autre personne dont j'ai oublié le nom, mais qui a plus du tout la même voix. Et, Mais il a fait une correction sur Hot, le nouveau. J'ai pas écouté, je saurais Ah oui. pas te dire, mais ça vaut le coup d'aller écouter. Moi, j'avais écouté une partie quand avant le Covid, il y a eu une grève à Paris, une grève des transports qui a fait que je marchais tous les jours pour aller au travail, mais mon travail était à 6 km. Et c'était la période où, avec le roi Steven, on faisait la tour sombre. Et en fait, moi, je lis beaucoup dans les transports, mais plus de transport, plus de lecture. Et surtout quand tu mets, du coup, 3 heures pour faire l'aller-retour au travail, au lieu d'habituellement 1 heure, t'as moins de temps pour lire. Et j'avais écouté en livre audio. Et je me souviens que je tiquais vachement sur, parce que il y avait des noms, genre moi je dis Gilead, vous dites Gilead, je crois que lui il disait autre chose. Je tiquais, et du coup il y avait des choses, je sais plus. Et le OT, en fait il faudrait réécouter même dès le début, parce que Hot, ça vient de mon petit pote. Bah ouais, il c'est a pour pas ça que dit c'est mon bizarre. petit poté, tu vois. Ouais, il l'a pas pris ça n'a aucun sens. pour un cassoulet ou je ne sais pas quoi. C'est non, étrange. mais C'est étrange en fait, moi cette faute est étrange parce que effectivement, on est généralement les narrateurs comme ça quand ils font les audiobooks, ils ont des guides sur la prononciation, sur les trucs comme ça. Et qui a écrit OT à la place de Hot et peut-être que le gars a pas fait attention non plus quand il est arrivé, surtout quand il arrive au passage où il rencontre Hot pour la première fois. Ça n'a pas été. En plus, c'est d'une syllabe sur l'autre. C'est mon petit pote Hot, tu vois. Bah ouais, c'est ça. Il y a vraiment un truc un peu chelou dans le. Enfin, c'est le narrateur, il a pas compris ce qu'il lisait, c'est pas possible en fait. Pour le coup, même en VO, elle est bien faite, la version en fait. Tu vois. Oui. Ah oui. Enfin, la VF par rapport à la VO, elle est très bien faite sur ce coup-là. Donc c'est bizarre en fait. Il faudrait voir à quel moment il arrête de dire hot pour en dire ôter, tu vois, parce que peut-être qu'à un moment donné du récit, vu qu'ils enregistrent pas un livre d'un seul coup, il est peut-être revenu 2 semaines après pour faire la suite, il a oublié que ça se prononçait hot, et il y avait aucune direction éditoriale qui a dit, en fait, ça se prononce hot, donc arrête de dire ôter et reviens à hot, et c'est resté comme ça. Mais il faudrait voir à quel moment du récit, si c'est dès le début, ou si c'est genre d'un tome à l'autre, ou loin après, en se disant, c'est peut-être à un autre moment, un autre enregistrement, et entre-temps, il a oublié, et il l'a mis comme ça, quoi. Ouais, c'est chelou. Frémogam toujours, mais dans un autre commentaire nous disait ah oui, c'est parce qu'il était en train de rattraper les épisodes et donc il était arrivé à une pierre, une rose et une clé et il disait je viens d'aller voir que Stone est une unité de mesure en anglais. Pas trop de rapport, mais je suis aussi allé voir sur la page des Rolling Stones, et très grosse coïncidence ou simplement le cas, à l'année de parution de Terre perdue, donc en 91. Alors moi il l'a pas mis là, et moi je note que 91 c'est 19 inversé. Les Rolling Stones avaient sorti exactement 19 albums. Voilà, autrement pas d'idée d'où ça pourrait venir. Bon, ça on a répondu entre temps, mais oui, c'est rigolo. Pierre Ferré nous dit « Je vais spoiler sur le cycle ». C'est pas grave. Incroyable. On est là pour ça. C'est marrant, mais en lisant les romans, je ne crois pas avoir pleuré à la mort de certains personnages. Dans mon souvenir même, Hot quittait Roland avec Susanna. Et dans le podcast du roi Steven, lorsque les morts sont arrivés, et dit Jake puis Hot, en vous écoutant, j'ai pleuré. Et dans cet épisode, quand Zéphiriel fait une référence au premier Ache de Hot, et de façon sous-entendue à son dernier, mes œufs m'ont chatouillé. Je crois qu'on a tous eu un peu cette petite sensation, tu sais, cette petite chair de poule en mode putain, on sait où ça va. Oui. Peut-être qu'on nous entendra pleurer dans ce podcast. Moi, je suis pas sûr qu'à un moment donné, on m'entendra pleurer. On verra si je le garde au montage. Ouais, j'ai peur de ça. moi, je pleure assez facilement de toute façon. Donc. J'avoue que c'est pas tant la mort de Jack que la façon dont elle est vécue par Roland et Hot qui me fait mal. Quand j'en parle. Ouais, moi, depuis qu'on en a reparlé, tu sais, quand on se demandait si Jake avait été enterré, j'ai l'image qui m'obsède de la silhouette de Roland voûté à genoux avec une rose dans les mains, qui est dans le livre, quoi, une des illustrations. Elle me reste imprimée, cette image, c'est ouf. Ouais. C'est ouf. Parce que Roland à genoux et voûté, quand on sait ce qu'est Roland et tout ce qu'il a vécu et tout, c'est fort. Ah ouais, juste cette image-là. Il est brisé de partout à ce moment-là. Ouais. Donc sur YouTube, Montgomery Thibault a répondu, c'est la personne qui avait fait un premier commentaire avec plein de noms d'œuvres de King, et on avait dit t'as qu'à nous faire un commentaire avec de la palabre ou des mots de la tour sombre. Il nous écrit I love vous 3. J'aurais pu, comme vous me le proposiez, commencer par Hey Jude, mais cela aurait été trop simple.
Je relève ici le défi émis par votre cathète, par la voix de votre Dean. Je n'ai pas résisté au glam de partager avec vous le kef, même par IP interposé. J'ai cru nécessaire un temps de devoir faire usage de graphes ou, pire, d'herbe du diable, pour partir va à dash et ainsi me montrer à la hauteur. Que nenni, mon salaud. Je me suis ressaisi. Sois courageux au nom de ton père, me suis-je convaincu. Après tout, je ne suis plus un babé, et pas encore un crâné. Allais-je devoir attendre la lune de la moisson ou celle du démon pour trouver la force de coucher ces mots sur la feuille? Non, saï, car la vie n'est pas une partie de surveille-moi, et décidé, je me suis dit, notre affaire à nous, c'est le plan. Ainsi, j'ai déposé mon bas et mes bolasses, renoncé au crucifix de l'homme Jésus. J'ai acté de rejoindre votre palabre, et même si à distance, ce n'est pas forcément un problème, car, vous en conviendrez, toutes choses servent le rayon. J'intuite que vous percevez l'envie que je sème au sein de ces lignes, j'en jurerai par ma montre et mon billet. Peut-être même qu'à la toute fin, vous me direz grand merci, Sai. L'occasion pour moi de vous répondre est le double du compte pour vous. Quoi qu'il en soit, dans quelques années, lorsqu'il sera l'heure de rejoindre la clairière au bout du chemin, je me souviendrai de ce poste que j'ai écrit et terminé en vous souhaitant que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Rédigé le 14 mai, faites le calcul, il n'y a pas de hasard, c'est juste le cas. Joli. Bah, c'était trop bien, vraiment. Oui. C'est très joli. C'est en vrai, tu te dis, c'est une langue très poétique, le haut-parler. Mm. Après, on a des commentaires. Alors, on a un commentaire de Céline Tasset parce que j'ai parlé dans l'épisode 16 du livre Cadavre exquis de Agustina Basterica, et Céline Tasset me demande si je l'ai lu. Non, elle me dit je l'ai lu il y a pas longtemps parce que pas le temps de lire un pavé de King et j'adorais du début et la fin, très prenant, dérangeant et surprenant. Elle me demande voilà, si elle me demande si je l'ai lu, oui je l'ai lu. Si vous aimez la littérature cannibale, lisez-le, et si vous aimez la littérature horrifique, penchez-vous sur les femmes argentines. Je pense notamment là à Agustina Basterica, et je crois que j'en ai déjà parlé à Mariana Enriquez. Oui. Voilà. C'est très bien. En Argentine, il y a des hommes aussi qui écrivent... Enfin, l'horreur en Argentine est vraiment... Je sais pas. Il y a un truc qui fait que je trouve ça sec et en même temps assez direct. C'est vraiment glauque au possible, je trouve. C'est vraiment une ambiance... de misère sociale, de plein de choses qui font que tu ressens tout ce qui... Enfin, en tout cas, pour Mariana Enriquez et ce que j'ai lu d'elle, tu ressens tout ce que les mecs vivent, quoi. Il y a des fois, c'est dur. Hein. Oui, c'est pas le glauque qu'on a ici de très humide avec un héritage un peu gothique, un peu gras, un peu sanguinolent, tu vois. Je trouve que c'est très européen. Là, en Argentine, t'as ce truc-là, oui, de déchéance, de désolation, de un côté un peu aride et de vraiment, il y a plus rien. Les gens sont tout secs, les villes sont toutes sèches. T'as un peu ça, et et la littérature horrifique argentine, je commence à me pencher sur le sujet et c'est assez fascinant. Donc, allez lire Cadavre exquis, c'est mi-dystopie, mi-horreur, c'est vraiment c'est aussi dérangeant qu'excellent, donc c'est vraiment très bien. Sur Spotify, j'avais posé 2 questions. Il y avait un premier sondage qui nous disait est-ce que le cathète devrait contourner Lude. 100% des votes disent non. Pour le coup. Et la question était à quoi ressemble la voix d'Hot. Pour Dry Bones, la première fois que je l'ai lu, j'imaginais un chien qui essaie de parler après avoir vu Les Gardiens de la Galaxie. Quand j'ai relu le cycle, j'entends la voix du petit Groot en VO. C'est vrai que ça peut coller, mais je trouve qu'elle est pas assez grave par rapport à ce qu'on sait. Non, c'est Vin Diesel quand même, hein, en VF. I am Groot. Non, la voix du petit Groot, c'est quand il est... du petit... Ah oui, pardon. Non, c'est ça, c'est le petit Groot. Ah putain, oui, il a dit du petit Groot. Ouais, du coup, là, c'est plus... C'est plus perçant, c'est plus criard. Oui, c'est un gamin qui parle. C'est un Gremlins, quoi. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Ouais, putain, c'est bête parce que j'associe tellement Hot à un raton laveur que je lis Petit Groot et je l'ai lu 3 fois ce commentaire parce que je l'ai lu quand il a été publié, je l'ai lu quand je l'ai mis là tout à l'heure. Et t'as pensé à Rocket. Là à l'instant, ouais, et j'avais Rocket Raccoon en tête. Le cerveau, quoi. Louise nous dit la voix de Pikachu. Et Pierre Ferré nous dit celle de Stallone. Et celle de Stallone est plus proche. Bah ouais. Ça rentre plus dans la description qu'on nous a fait la première fois. Là. Est-ce qu'on a hâte de voir la voix qu'il aura dans l'adaptation de Mike Flanagan? Réponse non. La réponse est non. Non. Ouais, tout à fait. Ça dépend, est-ce qu'ils prennent un Kev Adams pour le doubler en français ou pas? Non, je veux même pas entendre parler de VF. Si tu fais Kev Adams et que tu additionnes les lettres, ça fait 19. Non, je plaisante. Pas du tout. Je suis pas sûre que je fasse 10. Tu sais vraiment beaucoup trop de choses sur Kev Adams. Ça fait 9 par contre.
Ça fait 9 J'ai rencontré de la fois où je l'ai vu Ouais, à mon boulot quand j'étais à la banque. Ouais, j'ai bossé en plateau télé, je veux pas... Bah voilà, c'est tout. Donc non, on n'a pas hâte, la tour sombre... Bref. Ah si, un peu, c'est Mike Flanagan. Si, on a quand même un peu... Moi, personnellement, j'ai quand même un peu hâte. Hein. Moi, j'ai quand même confiance dans le gaillard. Oui, alors en fait, je pense que si ça doit être adapté par quelqu'un, il est très bien placé pour le faire. Après, moi, la première crainte que j'ai toujours eue et que j'ai de plus en plus, c'est genre Mick Garris, il a pas su adapter King parce qu'il était trop fan. Il a pas su faire la part des choses entre ce que tu peux faire ou pas. Mike Flanagan a fait des très bonnes adaptations de King avec des choses où il a pris des libertés avec le texte qui sont complètement cohérentes avec l'intention de l'auteur. Et du coup, et ce qu'il faut faire au cinéma qu'on peut pas faire dans les... Enfin, qu'on peut pas faire au mot pour mot par rapport au livre. C'était ça le problème de Mick Garris pour moi. Hein. C'était Mick Garris, il était trop scolaire. Il a respecté les romans qu'il adaptait quasiment à la lettre. Donc, En fait, Mick Garris, il a pris Stephen King comme scénariste. Il faut pas faire ça. En plus, tout simplement. Tu vois. Là, mon souci avec Mike Flanagan, et puis on va pas y passer des heures parce qu'on pourra en faire un podcast dédié. Et j'en parle dans tous les live Twitch, tous les premiers dimanches du mois. On passe un quart d'heure sur. Je suis pas d'accord. Là, il y a des rumeurs qui sont vraiment de plus en plus, qui affirment de plus en plus que, en fait, il va prendre en casting les mêmes personnes qu'il a depuis 5 ans pour toutes ses séries. Et moi, je veux pas. Roland, c'est pas Raoul Colli, et Raoul Colli, c'est pas Roland, et ça aurait pu l'être il y a 5 ans quand il n'était pas encore connu. Mais moi, j'ai pas envie de voir de tête aussi connue en tête d'affiche. Non, je veux pas. Pourtant, moi, je pense que Roland, ça va être le casting qui va faire venir les sous. Hein. Donc, il va falloir qu'il trouve quelqu'un, soit qui est déjà connu, soit... Enfin, tu trouveras... Ça m'étonnerait trop fort qu'il trouve un inconnu ou une tête très peu connue pour jouer Roland et lancer le projet. Hein. Les studios derrière et les producteurs. De ces séries-là, enfin de ces projets-là, c'est que ça te demande d'avoir du casting pour avancer. Hein. Faut pas non plus, Et moi, franchement, Raoul Colli, Ouais, je sais pas trop. Moi, je l'aime beaucoup et franchement, il a fait un shérif un peu désabusé. Il peut avoir de la dégaine qu'il faut. Je pense qu'il peut avoir la classe qui est nécessaire pour faire un bon Roland. Hein. Oui, mais du coup, pour moi, ça signifie que tout le cathètre, ça sera toute la bande de Mike Flanagan et j'ai pas envie. En vrai, et pourtant, je les adore et ça fonctionne hyper bien dans les séries, mais j'ai pas envie de voir que des têtes que je connais déjà. Je pense qu'il fait son kiff, s'il fait ça. C'est son cathète qui monte. Bah ouais. Ah, bien sûr. Oui, c'est son propre cathète, complètement. Et en vrai, t'as envie de dire, c'est une version, ça marche. Oui, c'est comme si j'avais fait ce podcast sans vous en disant je veux pas des voix connues pour mon podcast. Quoi, bien sûr, on est des voix connues internationalement. Toi, dans l'univers de King, bon, Zéphiriel, pas encore de l'univers, avant ça, pas encore dans l'univers de King, mais. Non, mais. Quand j'ai dit je fais un podcast avec Zéphiriel, il m'a dit celui qui fait des jeux de société. Oui, celui qui parle de jeux de société. T'inquiète, il va parler de la tour. Et en parlant de Zéphiriel, est-ce que Zéphiriel a préparé le résumé de l'épisode précédent ? Bien sûr, je l'ai fait aujourd'hui, 1 heure avant de jouer à Elden Ring. Tu te remis Hein ? Non, rien. On va pas juger grand poil, on a passé 10 heures sur Valheim en 2 jours. T'as repris Elden Ring, on a repris Valheim, il y a un petit retour. Il y a le DLC qui sort, je dois me préparer. Hein. Ouais, j'avoue. Chut, pas le temps. Donc dans l'épisode précédent, notre cathète enfin au complet se dirige vers Lude avec l'envie de trouver Blaine. Sur le chemin, il passe par la petite communauté de Crossing River, avec pour la première fois depuis le début de la série, des rencontres positives, un repas chaud, café et dessert compris. Un peu de baume au cœur pour ce groupe qui en apprend plus sur Lude, son histoire et possiblement Blaine, en espérant que la traversée de Lude soit aussi ludique. Lol. Oulala. Le clin d'œil. C'est vrai que c'est un bon repas pour la première fois et pour peut-être la dernière. Parce que, putain, t'as vraiment l'impression qu'ils payent tous les trucs cool qui leur arrivent. Je pense qu'il les paye en avance, putain. Ouais, il les paye en avance, mais en plus, c'est derrière, il reste de la petite monnaie qui va arriver, quoi. Ah ouais, c'est abusé. Donc, chapitre 5, le pont et la cité. 3 jours plus tard, on a traversé 3 jours, il découvre un avion écrasé quasi intact, si ce n'est une aile 30 mètres plus loin. Hot renifle 3 pales rouillées, alors qu'un cadavre de pilote gît dans le cockpit, et qu'un point qui brandit la foudre est dessiné sur l'aile intacte. J'ai vu tout à l'heure que le point qui brandit la foudre, il est dessiné tout à la fin du chapitre. Et moi, je me disais,
Chez moi, point éclair, c'est une capacité offensive électrique dans Pokémon. Et s'il y a une autre F de type nazi, parce qu'on y reviendra après, je l'ai pas. À la fin, Donc, est-ce que du c'est un truc chapitre. Ouais, à la fin du chapitre 5, Alors, Clipon j'ai et la peur de cité, faire la juste avant recherche Devinette et à Terre l'instant. perdue. C'est quelle page? Là, regarde. Ouais, alors là, celui-là, non, je pense pas. 487. 487. Non, je pense pas non plus, effectivement. Ah, j'ai jamais eu. Non, c'est pas une ref nazi, ça. C'est trop. On dirait, Ouais, donc on dirait c'est propre, on dirait l'éclair de Flash. Bah, il y a quand même le point levé, c'est un peu white power, hein, faut se méfier. Ouais. Ouais, mais ça n'est pas peut-être des un truc années avec ça. 30, ça. Ce white power là. Non. Je sais pas, j'avoue. Non, pas Du pour coup, moi. oui, non, il n'y a pas de. C'est propre à Lude. Potentiellement. Je saurais pas si c'est propre à Lude ou à Quick, ou à Hero Quick, mais je sais pas. Oui. Mais c'est pas une reprise d'un truc réel de chez nous. Je saurais pas dire. Le pilote est desséché, mais ils perçoivent qu'il était de forte carrure, avec une tête massive et difforme, ce qui rappelle à Roland l'histoire de Lord Perse, un genre de David de Goliath de l'entre-deux-mondes. Effectivement, David Quick, on en a parlé dans l'épisode d'avant, donc le prince hors la loi. Je remarque juste que ma blague sur Gros Quick fait sens. J'avoue. La Grosse boucle est tête bouclée. Quick. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. L'avion, lui, est de notre monde, un Focke-Wulf datant de la Seconde Guerre mondiale. Pendant qu'Eddie théorise sur la possibilité que le triangle des Bermudes soit une porte, on dirait presque Zef qui voit des portes partout, Mais bien sûr. Roland aide Jake à inspecter l'avion de plus près, et il repère une croix gammée sous le poing et la foudre. Et donc du coup, bon, la croix gammée nazie, ok, machin. Plus tard, Gachnar parle allemand, confirmant que ça vient de chez nous, en tout cas. Et l'homme tic-tac demande en VO à Jake si c'est un Nazi, et qui a en fait une mauvaise prononciation de nazi. Ouais, marrant. Ah. Bah, ça fait partie des trucs qu'il arrive à prononcer Ouais. dans le truc, quoi. Ouais. Mais en anglais, c'est Nazi, en VF, on verra ce que c'est, parce que je sais plus. Je sais plus. Ah, je suis pas arrivé. Si, pourtant, je suis arrivé jusque-là. Je notais juste sur le Lord Perth, effectivement, que tu cites. Il est cité dans Concordance. Il parle effectivement du folklore de l'entre-deux-mondes, qui était un géant dont le destin ressemble beaucoup à celui guerrier colossal des récits bibliques de David et Goliath. Page 150, tome 1, Concordance, pardon. Et il sera recité plus tard, quand Jack sera avec l'homme tic-tac, pour le coup. Je le dis pas là, mais je reviendrai dessus, je pense. Et évidemment, toutes les portes n'ont pas de gonds pour le triangle des Bermudes, je me suis noté ça. Ce qui est chelou à vérifier dans l'histoire, mais je suis pas sûr qu'il y ait eu des avions nazis de ce côté-là de l'Atlantique. Voilà. Vrai. Pas sûr, Très vrai. je dis pas sûr, je suis pas sûr. Mais, Oui, je pense que tu veux dire. je me souviens pas que les nazis aient eu des porte-avions pour amener des avions aussi proches des États-Unis. Ouais, non, jusque-là. Après, quand il parle du triangle des Bermudes, est-ce qu'il parle de... Oui, c'est pour faire le lien avec cet avion-là spécifiquement, pas juste... Je pense qu'il donne ça comme exemple, parce que le triangle des Bermudes c'est est connu pour ça. Ouais. En France, en tout cas. En France, dans notre monde. Après, le triangle des Bermudes, c'est quand même, c'est vrai que c'est très proche du Mexique, donc... Oui, enfin, je sais plus, c'est Cuba, quelque chose comme ça. C'est au-dessus de Cuba, je crois, comme ça. Je sais plus, j'ai un doute. C'est entre Je suis il y a nul en Puerto Rico, Miami et un dernier point à peu près. Il a googlé. Ouais, je me doutais qu'il avait googlé. Je me dis, ouais, il est fort. Je vois dans Ah ses oui, lunettes non, qu'il a googlé. Mais on peut acter plusieurs choses. J'ai regardé un truc sur l'Atlantide il y a pas longtemps. Il parlait que l'Atlantide se trouvait dans l'océan Atlantique, pardon. Pacifique ou Est, proche des îles Canaries ou des trucs comme ça. Éventuellement, ça pourrait être une autre porte, comme ça. Et on pourrait se dire qu'effectivement, il y a eu des avions allemands, parce qu'il y a des avions allemands en Afrique. Donc, voilà, je tire vraiment la corde au max là. Mais il y a d'autres trucs. Il y a la porte, il y a le. Bon, je vais arrêter là. Il y a trop de trucs qui sont censés être des portes. Voilà. J'avais une question sur Concordance. Tu regardes Concordance 1 ou tu commences à regarder Concordance 2 aussi? Le 1 toujours. Parce que moi, il y a un truc, on y reviendra plus tard, genre sur la... Il y a des choses... Maintenant, je regarde un peu les deux. Je regarde moins que toi quand même. Je regarde un peu les deux parce que là, on commence à avoir des mentions de choses qui reviennent dans les 3 derniers tomes. Et Concordance 1, il fait que les 4 premiers. Donc des fois, on se dit, bah, ça, il n'y a pas l'info. Ou en fait, après, c'est des choses qu'on recherchera peut-être dans Concordance 2. Mais en vrai, on peut... En fait, je me fais confiance pour regarder à chaque fois, je vois un terme pour regarder si dans l'exemple de Concordance qui suit le récit actuel. Donc je sais que si on est dans le tome 6, j'irai regarder Concordance 2 à ce moment-là. Ouais. Et donc le cathète repart. L'amour de Susanna et Eddie est de plus en plus fort. Je cite, il leur faudra bien ça pour survivre aux mois qui viennent, pense le pistolero.
Alors qu'il apprend à Jack à allumer un feu et qu'il explique que les devinettes font partie de son éducation. Il adore ça, mais il n'est pas très fort. Et c'est marrant parce que à ce moment-là, il parle des concours du vendredi midi, et moi je m'étais pas encore dit qu'ils ont le même système calendaire que nous. Ouais. Tu vois, genre pour Roland, le vendredi c'est vendredi quoi. Ou peut-être que c'est pas la même semaine, mais le vendredi existe. Ouais. Et j'avais pas ça en tête. Ouais, C'est-à-dire c'est qu'il y a marrant. aussi, tu vois, nous notre système calendaire, il est lié à Grégorien. Ouais. Donc ouais, c'est marrant. Mais c'est intéressant parce que, enfin, deux choses. J'imaginais, est-ce que chez Gilead, ils ont les mêmes du vendredi qu'on a nous, en mode, hey, c'est le vendredi. Et Est-ce que le vendredi c'est poisson? C'est poisson. je peux pas trop rigoler sinon je tousse, mais putain, je me retiens, c'est ouf quoi. Mais je te couperai au montage. Désolé. Ah non, désolé. Ouais, mais c'est ça d'être une femme qui a de l'humour. Qu'est-ce que vous voulez? Je fais tousser les aveux. Et surtout, ça me fait mal à la gorge. J'ai vraiment mal à force de tousser. Et du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je sais plus, On on était parlait. sur le vendredi. Ouais, le vendredi. Ouais, je suis pas étonné qu'ils aient du coup le même système calendaire que nous. En vrai, c'est ce qu'il y a de plus simple. Alors, en vrai, ils construisent des villes comme nous. Tu vois, ils ont à New York, ils ont des feux de circulation. Enfin, Ouais, ils ont tellement de choses se rapprochant qu'il n'y a pas de raison. Et Ouais. puis je pense qu'à un moment, tu peux pas tout réinventer non plus juste pour te Ouais. faire plaisir et réintroduire des nouveaux mots. je pense que si tu t'en viens à changer de système calendaire, t'en viens à changer de système de parole, en fait, même. Tu vois, t'en es à ce point-là, en fait. Ah oui, Je pense ouais. qu'il y a toutes tes racines latines dedans. Il y a plein de trucs qui est rentré Ouais. super loin, en fait. Tu rebalayes tous les fondamentaux Ouais. de ce qui fait une Je pose un civilisation. tech, hein, vraiment, mais à mon sens, c'est Ouais, non, je c'est sais tellement ce que tu veux dire. fondamental que... Et t'avais levé le doigt sur quand je parle que il apprend à Jack à allumer un feu Ouais. et qu'il explique que les devinettes font partie de son éducation. Ouais, c'est intéressant parce que Jack a déjà appris à allumer un feu dans le tome 1, voilà, c'est tout. Et il a reboot, il a reroll parce que il est mort entre-temps. De toute façon, il reroll tout parce qu'il repasse un pont, mais cette fois-ci, ils arrivent à le passer. Il se fait choper après, mais cette fois-ci, il le passe. C'est vrai. Ah putain, c'est vrai. Ah putain, j'avais pas le tech de ça, c'est ouf. Oui, et De moi, ton ce que part. j'aime bien... Ah là là, Ouais. trop bien, oui. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils le savent tous les deux. Il y a un trauma commun autour du pont, Mais il y a mais ils zéro en parlent ref. pas. Et j'aime beaucoup que King, il en parle pas en mode, en fait, on repart de putain. zéro. On a un truc qui est plus solide, on se fait confiance. Roland, il a fait une promesse. En fait, pour moi, le fait qu'on n'en reparle pas, ça veut dire que Roland, il tient pas sa promesse parce qu'il a fait une promesse. Et ça veut dire que c'est évident, en fait, que cette fois-ci, ça va bien se passer parce que ça peut pas se passer autrement que mais bien. oui, tu putain, vois. mais il y a tellement Donc, de du coup, trucs, c'est même pas un sujet. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. C'est pas un sujet. Non, mais il y a tellement de trucs parce qu'en vrai, on y reviendra, mais il y a le truc de juste avant le pont, je crois que Roland lui dit ça va aller. Et tu vois, je pense qu'il y a une ref à ça. Je crois qu'il lui dit un truc comme ça avant de traverser. Et Jack est excité à l'idée de traverser le pont. Mais Jack, il vit sa meilleure vie sur le pont. Pendant on en que reparlera, derrière, mais il il est est en train de trop crever, quoi. Oui, Ouais. j'avais pas tilté le pont, putain, trop bien. Non, pour moi, le côté ref à ce qui s'est passé avant, c'est plutôt dans l'épisode d'avant où ils en parlaient un petit peu quand ils se sont retrouvés. Je ne sais même pas l'épisode d'avant. Enfin, c'est vraiment le moment je te lâcherai plus jamais, quoi. Oui. Il l'a annoncé comme une vérité et c'est pour ça C'est que ça. on Ouais, en remise en revient doute pas 3 fois de on en suite. revient hein. Pas sûr, Oui, pas. bah ça c'est Roland. Roland, il dit oui, mais bon, au fond de mon cœur, je sais que c'est la tour qui va gagner. Tiens, Jake. Non, mais du coup, je me dis, le fait que Haute tombe et que Jack, lui, le rattrape. Ouais. Tu vois, je me dis, est-ce Bien que il y a pas un gros sujet autour. Ah là là, tellement Et cool. que cette fois-ci, Haute Roland qui se est la précipite pour le réincarnation de rattraper, morte. quoi. Mais trop bien. J'ai l'impression de prendre La rédemption est pas de la à tous les méta niveaux. dans la gueule, là. Bam, bam, bam. C'est trop bien. On y reviendra, on aura Oui, des choses pardon, à dire, ouais. je pense. Non, en plus, c'est moi qui en ai parlé. Eddie fait des duos avec des devinettes absurdes, ce qui offense Roland parce que les devinettes, c'est sérieux, et c'est même parfois une question de vie ou de mort. Mais les blagues d'Eddie, c'est pourtant ce qui les sauvera, et ça, Roland, il est pas encore capté. Ouais, sur les devinettes, et du coup, sur le vendredi midi, pardon, du coup, j'ai été noté. Ah oui. C'est marrant qu'ils insistent fort sur le fait que Roland était nul en devinettes, dans le sens où il avait jamais les réponses, mais il est fort pour s'en souvenir. Ce qui amènera un point important pour la suite. Le fait qu'il en connaisse des milliers. Et, effectivement, Eddie dit de la merde sur les devinettes, et il les répond. Sauf que ce n'est pas demain la veille qu'elles supplanteront les œuvres de Shakespeare ou les équations du second degré. Mais bon, ne nous emballons pas. Et en fait, là, je me suis dit, ah, c'est marrant. Eddie amène un point fort dans la comparaison entre le sérieux et les jeux de devinettes qui sont un jeu et considérés comme tel par beaucoup, comme un jeu. Elles deviennent
intelligentes, je mets des guillemets là-dessus, quand ce sont de grands penseurs qui s'en emparent en le faisant de façon intelligente ou avec finesse. Je pense aux devinettes qu'on a qui font référence à Einstein ou ce genre de choses qui sont des énigmes plus que des devinettes. Il y a un côté un peu plus mature là-dedans. De plus, ici Roland parle de devinettes comme d'une forme de magie ou de mysticisme qu'il y a autour de ça. On peut avoir en tête du coup l'énigme du Sphinx qui ouvre la voie dans le sens traversé, quoi. Etc. Qui ont ce côté très mystique, très magique, la devinette ouvre les portes. Mais la comparaison ici avec des équations mathématiques sous-entend que la comparaison est faite aussi avec de la science. Et j'ai trouvé ça assez intéressant en fait de comparer le fait de faire une blague autour d'une devinette. Ce que fait Eddie finalement un peu ce côté je fais une blague qui est devinette et c'est marrant que tu découvres la réponse ou pas. C'est quoi qu'est-ce qui est vert et qui monte et qui descend, c'est un petit poids dans un ascenseur. Enfin, tu vois, c'est marrant, mais ça reste une devinette en vrai. Et je trouve ça intéressant, ce côté, non, il faut qu'elle soit sérieuse. Dans ce monde-là, ça déconne pas. On déconne pas avec le jeu, d'accord. En fait, faut que la réponse soit logique. C'est surtout ça qui dérange Roland, c'est que à partir des éléments des devinettes d'Eddie, tu peux pas trouver la réponse. Roland, il a pas d'humour et donc il a pas d'absurde en fait. Et Eddie est beaucoup dans l'absurde, il est beaucoup dans tu vois, c'est un mais il y a, tu vois, avec la devinette sur la fraise, en vrai, il y en a plein qui pourraient marcher en fait, tu vois. Ça pourrait être une tomate, ça pourrait être, tu vois, il y a plein de trucs qui pourraient marcher. Et en fait, est-ce qu'une bonne devinette c'est non, il y a qu'une réponse possible ou est-ce et tout le reste c'est un faux semblant, ou est-ce qu'une bonne devinette c'est amusant parce qu'il pourrait y avoir plusieurs réponses possibles. Tu vois, une des grandes devinettes, c'est quand on me prononce, je me brise. Alors, en fait, il y a plein de choses qui marchent. Il y a le silence, il y a le secret, il y a plein de petits trucs comme ça. Et du coup, ça rend pas la devinette plus intelligente, en fait. Ça rend juste plus amusante. Et je trouve que la limite, elle est touchy, en fait, entre ce que considère Roland et le cathète, et Jake en tout cas, sur le côté, la devinette doit être sensible, forte, intelligente, réflextionniste, pardon, pleine de réflexion, et tu dois te sentir intelligent quand tu l'as fait, comme une bonne escape room. Mais finalement, Eddie, je pense qu'il est là en mode je tire le trait au maximum, c'est aussi une devinette. Vous auriez pu trouver la réponse si vous étiez aussi débile que moi, en fait. Et en vrai, ça marche. Le truc, c'est que Roland, il ne sait pas sortir de ce qu'il a appris et la façon dont il l'a appris. On lui a dit les devinettes, c'est sérieux. Les devinettes, c'est sérieux, c'est comme ça, quoi. C'est vraiment, Roland, il est au pied de la lettre pour tout, de par son éducation, de par son esprit extrêmement cartésien, extrêmement méfiant, tu vois, c'est... Ouais. Après, là, à la fin de ce point-là, en fait, à un moment donné, Susanna, elle feuillette le livre de devinettes. Et Roland, lui, se dit que Eddie est toujours plus perspicace qu'il n'est paraît et que sous ses airs de gros malin blagueur, son apparente absurdité pourrait se révéler utile. Il se dit quand même que, ok, il fait le débile, mais je sais que potentiellement peut y avoir quelque chose qui me sert dans cette débilité-là, tu vois. C'est vrai. Donc il commence un peu à se dire peut-être que les choses peuvent se passer autrement que la façon dont moi je les conçois. C'est vrai. Et moi, j'aime bien cette comparaison parce que merci pour la transition. Le passage qui dit de bon ou de mauvais goût, peu importe, elle est absurde et insoluble, c'est ça qui la rend stupide. Une bonne devinette ne doit être ni absurde, ni insoluble. Je me demande d'où King tire cette envie de faire des devinettes un sujet important pour son histoire. Est-ce qu'il y aurait un bouquin qui avait fait ça juste avant lui et éventuellement, laissons un peu notre esprit divaguer et penser au Seigneur des Anneaux. Et j'ai des trucs sur le Seigneur des Anneaux pour cet épisode-là. Qui fait des devinettes avec Gollum. Et la dernière devinette est insoluble. Parce que la devinette de Bilbo, c'est « Qu'est-ce que j'ai dans ma poche ?» Et elle est insoluble. Parce que Gollum ne le sait pas. Et Gollum la prend très au sérieux. Et en fait, c'est pour ça qu'il le traite de tricheur et tout ce qui fait avancer l'histoire. Mais en fait, c'est trop drôle. Du coup, j'ai 2 points Seigneur des Anneaux dans cet épisode. Tu viens d'en faire un et c'est pas un des miens. Mais du coup, je faisais le rapprochement entre Blaine et Gollum, évidemment. Mais moi, je trouve ça intéressant que l'histoire nous a déjà appris que, non, la devinette est une devinette. À partir du moment où une question et qu'elle est posée, c'est une devinette.
Donc le dîner se passe avec une joute de devinettes qui continue d'isoler Eddie et son absurdité, alors qu'il énonce une des devinettes du livre, quand est-ce qu'une porte n'est plus une porte ? Oui. Jack et Eddie connaissent la réponse, ils s'échangent un clin d'œil, Hot tentant de les imiter, mais réussissant surtout l'imitation du « pensif de Roland, qui n'a pas la réponse ». Dans la soirée, on notera qu'Eddie, dans les braises du feu, voit des roses s'épanouir et se faner. Oui. Pardon, 2 choses avant, sur le point d'avant, du coup, parce que je vais pas tourner ma page, mais on voit que Roland a aussi à apprendre ses erreurs quand il dit, en ce qui concernait Eddie, il s'agissait d'autre chose que de la surpe. Chaque fois qu'il commettait l'erreur de l'oublier, il ferait bien de se remémorer leur conversation au bord de la route 3 nuits plus tôt, quand Eddie l'avait accusé de manipuler comme des pions sur un échiquier. Et excusez-moi, je vais ressortir les concordances parce que il parle de Eddie fait une autre blague un peu idiote et t'as Roland qui dit surveille-moi, qui sous-entend le je te prends au mot et je parie. C'est donc, voilà. Concordance, Je vois ton bluff. 317, tome 1. Je meule parce que je l'ai pas noté, je vais juste en train de retrouver la page. Donc c'est bien un jeu de cartes dans l'entre-deux mondes. Les joueurs prennent des paris. Aussi, la partie peut prendre des tours dangereux, mais les meurtres sont fréquents aux tailles de surveille-moi. L'expression surveille-moi signifie aussi donc marché conclu. Je crois qu'on en avait parlé dans le premier tome du Surveille-moi. Probablement. Ouais. C'est bien possible. C'est Eddie qui prend le premier tour de garde. Alors qu'il essaye d'apercevoir des lumières dans la cité au loin, il essaye aussi de se convaincre qu'il ne faut pas s'attendre à trouver à Lude ce qu'il y a à New York. Alors qu'il tente de résoudre la dernière devinette de Roland pour épater tout le monde au réveil, les tambours se font entendre et pour lui, pas de doute, il s'agit du tempo de la chanson de ZZ Top, Velcro Fly. Vous êtes allé l'écouter ou pas ? Du tout. Tu veux écouter ? Oui. Oui, je l'ai écouté aussi. Bon. En vrai, les tambours sont hyper présents et en fait, ils sont rapides et vraiment très forts et ça fait vraiment penser à une mitraillette un peu ralentie. Tu vois, t'as ce truc de vraiment un truc très tac 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 tac. Ok. Je notais juste au début du point 4 que l'acuité qui avait recouvré ses sens au cours des mois écoulés était confondante. Ensuite, Eddie qui se rend compte qu'il a développé des capacités un peu surhumaines, qu'il les a retrouvées avec la fin de la drogue. Je sais pas, moi j'avais l'impression que c'est le fait d'être dans l'entre-deux-mondes qui changeait un peu tout ça et qui le faisait s'améliorer en fait. Plus tard, il dit, dans ce point-là, l'idée qu'il se trouvait sur une route déserte au cœur d'un monde quasi vide, à quelques 270 km d'une vieille bâtie, pour quelques fabuleuses civilisations perdues et écoutées en tempo du rock'n'roll était assez dingue, mais l'était-ce plus qu'un feu de signalisation qui faisait sortir et rentrer un drapeau vert rouillé avec des mots passés piétons imprimés dessus, plus que de découvrir l'épave d'un avion des Allemands des années 30. Et en fait, j'avais dit, c'est un excellent résumé de ce qu'est l'entre-deux-mondes. C'est une forme de hub de tous les mondes, en fait, qui fait une forme de poubelle qui récupère tout, en fait. C'est fou. Ouais. Il ne se passe rien les 4 jours suivants, si ce n'est la tentative de voler du miel à des abeilles. Il s'avère que ces dernières sont blanches et lentes, comme beaucoup d'animaux ici. Elles ont l'air d'avoir muté et leur miel est sans doute empoisonné. En cause, ce que Roland appelle la vieille guerre, le grand feu, le cataclysme ou encore le grand empoisonnement, probablement une guerre nucléaire entre les grands anciens d'après Eddie. Je suis pas d'accord avec la guerre nucléaire, mais c'est perso. Ok. Pourquoi ? Parce que ça voudrait dire qu'ils sont eux aussi contaminés. En fait, si les radiations perdurent, tu vois, pour faire des mutations aux créatures, c'est-à-dire qu'eux aussi sont encore non, pour moi, c'est plutôt les mutants qui ont continué à se reproduire entre mutants et ça continue à garder une souche mutante, quoi. Ouais. J'avais plutôt ça aussi. Ça les a pas stérilisés, mais tu vois... Je serais en accord avec ça, mais ok. Scientifiquement, ça me ça me gêne. Ouais, je sais pas. Mais ok, ça peut c'est ce que je parlais la dernière fois, hein, ma suspension d'incrédulité qui à un moment s'arrête et qui dit non, scientifiquement ça marche pas, arrêtez. Alors qu'en vrai, t'es en train de dire le gars il a parti une porte, quoi. T'es dans la tour sombre, quoi. Ouais, mais c'est possible, le multivers peut exister. Juste sur les... j'ai loupé des trucs, j'ai l'impression d'avoir loupé des points, je suis désolé, je suis pas attentif parce que je suis un peu malade. Mais T'inquiète on est pas. au point 5. Au point 5, on parle des abeilles. Oui. Ouais. Point intéressant, alors phrase qui a été attribuée à Einstein mais qui n'est pas de lui, qui disait « Lorsque les abeilles disparaîtront, 4 ans après, tout le monde mourra sur la planète. » Parce que le fait de repolliniser les arbres et les fleurs et ainsi de suite vient des abeilles et ainsi de suite. C'est pas Einstein qui l'a dit, mais c'est pas grave. L'idée était la même. Il y a un très mauvais film de Shyamalan là-dessus. Mais je trouve que c'est je sais pas si c'est volontaire de la part de King, mais c'est une très bonne façon, du coup, de montrer que l'entre-deux-mondes est mort
et qu'il va à sa perte. C'est de dire que les abeilles ne sont plus là, en fait. Elles font plus leur boulot, en fait. Donc, du coup, le monde va forcément à sa perte et va forcément s'éteindre. Et je trouve ça assez intéressant. Et à un moment, il parle justement de cette guerre et il dit que les registres de l'époque se sont perdus et les rares récits qui existent sont confus et contradictoires. Je m'étais dit, oui, parce que personne l'a écrit, donc ça n'existe pas, en fait. Voilà. Oui, là, ta suspension d'incrédulité. Je rebalance ma théorie de DuckTales ou pas? Même si c'est le moment. Est-ce que c'est vraiment le moment, en parlant de porte? Il n'y a jamais de mauvais moment pour parler de DuckTales. Moi, j'ai regardé un épisode de DuckTales, saison 3, épisode 12 hier, et d'un moment dans l'épisode, qui n'est pas un spoil de l'épisode, parce que c'est pas le cœur du sujet, il trouve un écrit d'un scientifique qui dit que alors je sais plus comment il dit ça, mais chaque porte ou chaque portail, il existe des portails et des portes qui donnent vers d'autres mondes, et que tout est relié. Et je me suis dit, putain, DuckTales fait partie de la tour, c'est trop bien. Et aussi, DuckTales, ce sont des animaux qui parlent. Hot parle, voilà. Hot vient de DuckTales, ça me va très bien comme théorie. C'est un étage de la tour où il y a pas de... Les singes sont pas devenus bipèdes et on a des canards. Ouais, ça me va très bien. Regardez DuckTales, c'est trop bien. Pour moi, Hot, il a la voix de Scrooge McDuck, de l'oncle Picsou, mais sans l'accent écossais. Sans l'accent écossais. Il roule pas les airs. Mais tellement. Ça marche trop bien, putain. En VO, tellement bien. Tellement bien ce mot. Bien sûr, oui, en VO. Ah oui, là là, ça, c'est je que je veux dis cette Scrooge voix pour McDuck. Hot. Avec l'accent écossais. Ah, c'est David Tennant. Oui, c'est David Tennant qui fait Scrooge. Ouais, c'est vrai. En vrai, ce serait marrant que les animaux qui parlent aient des accents. Tu vois, c'est le côté absurde, en même temps, un truc qui est hérité de notre monde, mais qui s'est mal replacé dans ce monde-là. Il y a des accents, mais c'est les animaux qui ont des accents, tu vois, ok, d'accord. Ouais, ça marche. Ouais, ça serait marrant. Donc, Eddie réclame de connaître l'histoire de Roland, sa jeunesse. Je suis en train d'imaginer Hot. Hake Kong. Je vous ferai pas d'autres accents, parce que de toute façon... Donc Eddie réclame de connaître l'histoire de Roland, sa jeunesse à Gilead, la naissance de son obsession pour la tour. Le pistolero leur réserve cette histoire pour le moment venu. Pour le tome suivant. Préparation de paiement. Gros fusil de Tchekhov, quoi, vraiment. Le paiement, il va arriver plus tard. Ah ouais. Il y a encore quelques centaines de pages à lire. Un matin, lors du tour de garde de Jake, qui dure 2 heures et qui se déroule avant l'aube, c'est tout ce qu'il a réussi à négocier, ce dernier et Roland entendent une bagarre assez proche d'eux et des coups de feu à moitié couverts par le bruit de la batterie. Tout s'arrête en même temps. Le pistolero renouvelle à l'enfant sa proposition de contourner Lude, mais il insiste. Les terres perdues sont empoisonnées. Pour les traverser, il faut être à bord du train pour se protéger. Il ne sait même pas comment il sait ça, juste il le sait. J'avais noté le petit connard de Roland avec sa réponse pleine de condescendance. Ça va ou pas? Sa petite... Pourquoi tu dis que nous devons le prendre à cause du cas? Oh, si oui, Jack, il te faut comprendre que si tu ne sais pas encore grand-chose à propos du cas, c'est le genre de sujet qu'on étudie toute sa vie. Va te refoutre, en fait. Juste, moi, je sais des choses que tu sais pas, accepte-le et ferme ta bouche, parce que ça ira très bien. C'est ça, alors que Roland, c'est le premier à tout relier, à tout ramener au cas, c'est un peu exagéré, là. Non, mais le mec, il a tourné en rond dans 20 km² pendant 20 ans de sa vie et il vient ouvrir sa bouche sur le cas. Non, mais c'est ouf, quoi. Ça va? Plus loin ce jour-là, après un embranchement avec une route qui vient de l'ouest, la grande route s'incline et monte, entourée de remblais de béton, probablement pour des raisons défensives. En fait, l'idée, c'est que les gens au niveau du pont, se trouvant au-dessus, ils ont un avantage, parce que si tout ce qu'ils font tomber, les autres, ils peuvent pas s'échapper sur les côtés. Plus ils avancent, plus il y a de petites routes qui rejoignent la grande route, elle-même de plus en plus abîmée. Aucune autre solution pour le cathète que de remettre Susanna dans son harnais. Et moi, à ce moment du récit, je me suis dit, eh putain, mais en fait, Susanna, elle est hyper discrète et ça m'a fait penser à ce qu'on se redisait la dernière fois sur Hot, qui à la fin se fait oublier parce qu'il est malheureux. Ouais. Là, Susanna, elle se fait grave oublier. Est-ce que c'est parce qu'elle est obnubilée par la pensée que potentiellement elle a une grossesse, son inquiétude, son machin? Pourquoi elle est aussi effacée? On l'a quasiment pas entendue, pas vue depuis le début. C'est une bonne explication. Bonne question. Ouais, je pense qu'elle est mise un peu en retrait. Pourquoi? Ouais, peut-être parce qu'elle est enceinte, je sais pas. Bah ouais, c'est probable. Enfin, c'est peut-être voulu ou pas voulu, je sais pas trop. Mais tu vois, là quand ils se sont dit, on va remettre Susanna dans le harnais, je me suis dit, ah putain oui, parce que on l'a eu, elle a feuilleté le livre de devinette et elle a fait des bisous à Eddie et c'est tout, tu vois. Ouais, je pense que c'est pour ça la tech beaucoup de choses pour les autres. Sexiste de, on a le héros, on a le gamin, on a le mec qui fait le con.
Et on a la personne silencieuse, quoi. Bah après, des fois, il a peut-être juste rien à lui faire. Il a peut-être juste rien à lui faire dire à ce moment-là. Hein. Des fois, c'est pas. C'est la préparation de ce qui va... En fait, il est obligé de préparer le fait que c'est Eddie qui va résoudre ce qui se passe dans Blaine, et il le prépare maintenant. Ouais. Et Susanna, elle a pas... C'est pas qu'elle sert à rien, mais elle a pas vraiment de rôle décisif dans le tome 3. Enfin, à partir de ce moment-là du tome 3 et dans le tome 4. Elle va être très spectatrice de tous les prochains événements. Ouais. Les remblais de béton surmontés de pointes dirigées vers le ciel disparaissent au bout de plusieurs heures de marche. Alors ils aperçoivent le rail unique venant de l'ouest qui passe sur la Sande et pénètre dans la cité, la première construction dépourvue de rouille qu'ils ont vue. Mais elle n'est pas intacte. Au-dessus du fleuve, une partie manque et c'est là qu'est venu se cracher le train. Donc c'est pas Blaine parce que Blaine est rose et celui-ci est bleu. Et ça vient en contradiction de ce qu'on disait la dernière fois où on avait dit que Patricia était rose parce que c'est une fille machin du En fait non, c'est l'inverse. Blaine est rose et Patricia est bleue, donc c'est Patricia. Ouais. Le lieu du meurtre. Bon, Oui. Le lendemain, les voici arrivés au pont qui fait face à Lude et ses bâtiments à l'aspect désaffecté. Le pont qui les sépare de ce labyrinthe d'acier et de béton, je cite, ne paraît pas hyper solide. À droite du grand pont, une passerelle semble plus solide, dont le métal est gravé d'un Fonderie-Lamerque. J'ai des choses là-dessus que j'ai trouvées dans Concordance tome 2, du coup. Bah, moi, j'avais que le tome 1, donc tu vas tout reprendre. Vas-y. On verra s'il manque des choses, tu compléteras. Donc, les industries Lamerque sont une fonderie et font principalement des robots, mais aussi des ponts et des plaques d'égout, comme on le verra à Lude. Ce sont des alliés de la Sombra Corp et du roi Cramoisi. Dans l'une des Amériques alternatives dans lesquelles évolue Callahan, rappelons-le, Callahan de Salem, qui débarque un peu plus tard dans le récit, il existe une passerelle, située juste dans l'ombre du pont George Washington, qui enjambe le fleuve Hudson. Ce pont du 19e siècle, ça fait beaucoup de choses, a été restauré par les industries Lamerque à l'occasion du bicentenaire. C'est drôle parce que le cathète qui vient de New York a comparé ce pont au pont George Washington, justement, et Roland lui-même, quand il sera dans les bureaux de la Ted Corporation, il verra le pont et se dira que c'est vrai que les deux se ressemblent vraiment. Ouais. Ça, c'est à la toute fin, vraiment. Et puis Hudson, la Sand. T'imagines que sur les années, on pourrait transformer Hudson en Sand. Ouais, ça pourrait marcher. Ouais. Ah oui, ouais, carrément. Ça pourrait être une Vu qu'on sait que, déformation, tu vois, Nazi, notre fille, c'est... Des choses qui se perdent, qui se déforment. Surtout, il se passe vraiment un temps infini entre depuis la déchéance, on va dire, de l'entre-deux-mondes. Sur le tome 1, il y a noté, à l'époque des Grands Anciens, la fonderie Lamerque a bâti Grand Pont Rouillé qui mène la cité de Lude, ainsi que les blagues d'égout de la ville. Comme on découvre à travers le rêve d'Eddie sur la destruction du terrain vague magique de Jake au coin de la 2e et la 46e rue, les fonderies Lamerque semblent en relation avec cet ennemi de la rose qui apparaît dans notre monde. Entreprise Mills, Sombra Promotion, on ne connaît pas encore Sombra Corp à ce moment-là, c'est pour ça. Sans doute aussi est-elle liée au sinistre Nord Central Positronic. Si on croit Sylvia Pitson dans le niveau Pistolero, l'intrus, ainsi connu sous le nom de Roi Cramoisi, est responsable des horribles machines Lamerque. Et effectivement, j'avais noté, on le verra dans le tome 4, parce qu'il y a noté qu'il y a une ref dans le tome 4 après. Ok. Point intéressant sur ça, enfin sur le fait que Eddie puisse lire Fonderie Lamerque, il dit Eddie fasciné s'est aperçu qu'il ne savait plus si les mots étaient en haut-parlé ou de l'anglais. Et en fait, du coup, je m'étais dit, tiens, j'avais jamais fait gaffe que Eddie lit le haut-parlé. Et du coup, je me rends pas compte si c'était déjà le cas ou si il comprend ce qu'il voit ou s'il lit vraiment du haut-parlé dans le sens le haut-parlé écrit dans notre langue aussi, enfin, avec des ça a été mentionné précédemment qu'il n'arrivait pas à le lire le haut-parlé. Il a demandé une ou deux fois à Roland de lui lire des pancartes ou des choses comme ça. Hein. J'ai des souvenirs là-dessus. Ah bah, c'est marrant. Là, il dit il sait plus si c'est du haut-parlé ou de l'anglais. D'où son étonnement et le nôtre aussi. Hein, ça, c'est logique. Hein. On ne sait plus à quel moment. Ils ont fini par être intégrés dans l'entre-deux-mondes. Oui. Ouais, c'est marrant. Littéralement intégrés, ouais. C'est parce qu'on avait déjà des mentions que pour Jake, tout ce qu'il a vécu avant commence à s'effacer. C'est vraiment, ils sont en transition, tu vois. Et on avait la mention de l'espèce d'aura qu'il avait autour de lui, Jake, et Roland qui disait ça va finir par se résoudre, par s'estomper. On peut imaginer que c'est ça, ce processus d'intégration continue. Ouais. La passerelle aussi est mal en point. Des câbles ont sauté, il penche et un trou béant est en son milieu, mais elle paraît quand même plus praticable. Ils n'ont pas le choix de toute façon, il va falloir traverser par là, et Eddie semble presque être le seul à avoir peur. J'avais juste noté que le trou béant était en forme d'œil. Ah, marrant. On se dirige vers le roi Cramoisi. Ouais, ça marche. Ça marche bien. Hein. Oui, puis comment il s'appelle dans Le Seigneur des Anneaux, ou l'aurez chez vous. Ah, Sauron. L'œil de Sauron. Ah bah, Cramoisi, clairement, c'est Sauron. Ouais.
Enfin, juste, Là, c'est un œil. Sauron est moins bête, mais Ça serait Il est drôle moins de voir ridicule à la Sauron, fin. Il est moins ridicule à la fin. Oh, coincé sur un balcon comme un con parce que. Il s'avance, Roland passe en premier avec Susanna, Jake et Eddie suivent, et là on n'a pas de mention de Hot. Sauf qu'une fois sur la passerelle, les oscillations sont plus impressionnantes que prévu. Et plus ils avancent, plus il y a de vide sous leurs pieds, ce qui terrifie Eddie au point de devoir lutter contre une quasi-paralysie. En tout cas, ça n'a pas l'air d'impressionner Hot. Qui du coup est revenu. il est plus bas. Quand Roland... Son centre de gravité est plus Il est bas, plus ça bas. gêne moins. Ouais. Non, Après, il est puis, plus léger moi aussi. j'aime bien le côté aussi. En plus, il passe à côté de lui en mode facile, c'est Prétentieux. easy. Oui, Ouais, c'est il ça, un le peu. double un peu en tortillant du cul. Et... Ouais, j'aime bien. Et Eddie qui se parle à lui-même en disant il a tenu jusqu'à maintenant, il tiendra bien encore un peu. Tu imagines que ce truc va tomber à l'eau parce que tu marches dessus. Bah oui, mec, c'est vrai, c'est pas 80 kilos de plus qui vont changer les choses en fait. C'est marrant parce que là, je suis très Eddie dans ce truc-là, de me dire, en fait, si ça s'est toujours bien passé... Enfin, je fais beaucoup d'anxiété d'anticipation sur ce genre de choses-là, de me dire, en fait, s'il n'y a jamais eu d'accident jusqu'à maintenant, c'est que t'as vraiment pas de chance qu'il y ait un accident quand toi t'y es, tu vois. Mais oui, mais toutes les personnes qui étaient dans un accident qui n'est pas de leur fait n'ont pas eu de chance. Donc il faut bien que ça arrive à quelqu'un à un moment donné. Donc je comprends, Eddie, je comprends. Quand bien même j'ai pas le vertige, tu te dis, ça pue un peu, quoi. Quand Roland fait un petit tour de comment ça va, Jake aussi, cheveux au vent, semble vivre le plus beau moment de sa vie. Et là, je me suis demandé, est-ce que Hot, il cale pas un petit peu aussi son humeur sur celle de Jake? Si Jake avait eu peur, est-ce que Hot aurait été aussi rassuré et aussi en kiff de sa traversée du pont? Ah bah je pense que Parce que c'est Hot, comme il un est chien et malin, son il maître, voit le hein. danger du pont, tu vois. Oui, c'est y a ça, moyen. ouais. Le plus compliqué pourtant arrive passer la brèche, et dans la tête de tout le monde, c'est clair que ce sera pour Eddie qui a le vertige, que ce sera le plus compliqué. Mais c'est un pistolero, donc ça devrait aller. J'adore ça, putain. Bah, c'est le côté, s'il se retrouve bloqué là, c'est pas un pistolero. Enfin, sa volonté n'a pas suffi à lui faire traverser cette épreuve. Non, c'est même pas ça, c'est parce qu'il dit c'est un pistolero, il va se conduire en pistolero. Point. C'est comme Ouais, ça ouais. en fait. Oui, Je sens bien. il le met pas en doute, mais tu sens que c'est quelque chose qui travaille Eddie dans ce sens-là. Mais moi, à ce moment du récit, je me fais avoir par King, parce que l'histoire, je la connais, King, je connais son écriture, mais en fait, on est aussi tellement habitué à ce qui va se passer, soit assez clair que moi là, même quand je lisais, je me disais c'est Eddie qui tombe, quoi. C'est Eddie qui va chuter, c'est pas Jack qui va chuter, tu vois. Ouais. C'est pas comme ça qu'il prépare les choses. Et pourtant King a tendance à beaucoup préparer les choses, tu vois. Et là il nous surprend un peu là-dessus. Et je me fais quand même avoir. Ouais. Roland, Susanna harnachée à lui, passe la brèche en premier. Jake vit toujours sa meilleure vie. Quand il se retourne, ce n'est finalement plus aussi simple pour Hot. Le pauvre est terrifié et paralysé. Ils n'ont même pas pensé à lui au moment d'organiser la traversée. Le bafouilleux refuse de bouger alors que le cathète oscille sur le pont bancal, sous le vent fort, au-dessus de la Seine, et qu'un câble en acier juste à côté de Jake cède. Jake amorce un demi-tour pour aller le chercher alors que Roland l'appelle. Ce qui déclenche un peu chez Hot le fait d'avancer, ses griffes raclant la tige d'acier qui permet la traversée de la brèche. Mais le vent souffle et Hot est balayé par une rafale. Ses griffes n'ont pas de prise sur l'acier. C'est terrible. J'entends presque le bruit de ses griffes sur l'acier, tu sais, qui gratte pour essayer Et, de se rattraper. et en plus, il te dit, hein, c'est son cul, hein, c'est le cul qui prend le vent. C'est horrible à dire. C'est vraiment un corgi. Ouais, voilà ça, j'imagine les petites fesses d'au-dessus du corgi là. Oui. Il drift de l'arrière, quoi, tu vois, c'est vraiment... J'aime bien j'avais noté les griffes d'Hot de OT et raflèrent frénétiquement la tige à la recherche d'une prise, mais Bernick, en français, Bernick, si vous le saviez pas, définition, exprime la frustration et le désappointement. Voilà. C'est rigolo, Je sais ça. pas là en VO ce que c'était, mais... Je me demandais du coup ce que c'est en VO pour avoir décidé de le traduire par un mot aussi peu usité, même à l'époque, quoi. Attends, je vais regarder. J'avoue que Bernick, c'est pas... à part pour en manger, j'ai jamais entendu parler de ce truc-là. À part Pour en pourquoi manger, Non, on n'en mange pas, mais on en a plein sur les plages de Bretagne, des Bernick. c'est quoi, c'est des coquillages? Ouais, c'est un coquillage aussi, c'est les, Ah ouais les pyramides, Ah, les je savais chapeaux pas. pointus. C'est les Bernick. Comment on appelle ça, nous? Je sais pas. Les patelles, ouais, c'est un c'est autre bon. nom plus scientifique, c'est la patelle. Ouais, non, je crois que j'appelle ça un coquillage. Un coquillage est un coquillage. Il y a rien, il y a pas de... Et c'est marrant. Ok. Os close Ah ouais, c'est scratch marrant. made here the support rod for purchase, but there was none. Point. Ah ouais, putain. Le mec, Ok, pourquoi il s'est pas. pris un petit
Un petit petit tabernacle au c'est- passage, là. Oh, bah, un petit bernique, hein. Il s'est rajouté sa petite bernique, le gars. Alors Jake, cerné par Roland et Eddie qui sont trop loin pour faire quoi que ce soit, se lâche et plonge pour attraper le petit animal. Le garçon atterrit sur la tige, se serre de ses jambes et sa main droite façon cochon pendu, tandis qu'Hot plante ses crocs dans sa main gauche, suspendue au-dessus du vide. Le lien du sang. Ouais. La scène balaye la terreur d'Eddie, qui s'élance alors que Jake et Hot sont suspendus dans le vide, ne tenant que par Jake, qui commence à lâcher. Ouais, il se comporte en Et pistolero. c'est le moment, voilà ça, en pistolero, il est envahi d'une froideur étrange. Tu sens vraiment le côté, je suis hyper focus Ouais. sur ce que j'ai à faire. Tout le Ouais. reste, ça n'existe pas. J'ai entièrement confiance dans mes actes, dans mon corps, dans Ouais. tout ce que je fais, quoi. C'est vraiment un pistolero. Ouais. Il réussit à attraper Jake par les cheveux et les sangles de son sac, sans que tous trois ne basculent. Il commence à les hisser pendant que Roland arrive à leur hauteur et termine de remettre tout le monde sur la tige d'acier. Hot dans les bras de Jake, le bafouilleux visiblement triste d'avoir fait mal à son petit maître. Et King nous dit quand même que il a même pas léché le sang qu'il a sur les joues, alors que ce serait un instinct animal de il a se nettoyer attendu et que du sang, quoi. Roland ou Eddie, je sais plus, le nettoie, quoi. C'est ouf. Ouais, C'est trop bon. ouf, quoi, de préciser ça, mais tellement. Et en même temps, juste parce que il aime bien faire souffrir Eddie, c'est quand même fracasser les couilles en Oui. essayant d'attraper. Ouais. Et c'est vraiment, c'est écrit en gros comme ça. Tu dis, c'est un détail. Vas-y, tout mis au rabais. Mais il y a beaucoup de fracassage de couilles, hein. On C'est en a vrai. parlé déjà. Ouais, sur Jake notamment. C'est vrai et qu'on tout en ce parle qui est- bien, pour ces deux accidents. Ouais. Impossible de dire si la blessure de Jake est grave, et ce n'est pas le moment pour ça. Et si Hot lui a transmis des maladies, ils s'en remettront au cas. Mais il faut avancer vite. Là, En on même temps, s'y ce connaît gars- en cas, hein. Ça va. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Non, mais bon. Hein. La phrase de « Le garçon avait au moins une douzaine de morsures sur le dos de la main, la paume et les doigts. » Du coup, j'ai regardé ma main et je me suis dit « Putain, mais c'est quoi la taille de la mâchoire de Hot ?» C'est une bonne mâchoire. C'est Tu vois, moi une j'imaginais bonne mâchoire, hein. vraiment sur ce côté-là qu'il a accroché. Ouais, je me dis, bon, Jack, Ouais. il a pas encore ses mains d'adulte, quoi. Mais, Oui. putain, pour que ça lui prenne la moitié de la main, le gars, il a une petite mâchoire assez violente, quoi. Ouais. Ils se remettent en marche malgré la terrible douleur d'Eddie, qui en effet s'est aplati les couilles dans la manœuvre, sauf que un homme se tient désormais à l'extrémité de la brèche. Arbalète dans le dos, visage vide d'expression, borgne, anneau doré aux oreilles, pustule pourpre qui suppure. En une description, on se dit que ça sent mauvais pour eux. Putain, mais Ouais. quelle description. Déjà que ça sent mauvais pour le bec. Ouais. Oui, littéralement, ça pue, quoi. Non, mais la description, elle est folle. Je voulais demander à ChatGPT de générer une image d'après cette description, parce que j'ai vu des fanarts et tout depuis longtemps Et il y en a une sur dans les ondes internet. non, description il y a une image, je crois, dans De le. Gachard, oui, dedans. Ouais. Ouais. Et je trouve qu'elle est Et, assez pas mal. mais en il vrai. était planté quand ChatGPT était planté quand j'ai voulu le faire. Mais je parle juste de la description qu'il y a juste après de fin de page 367. Derrière cette apparition, la cité s'esquissait avec une espèce de clarté surnaturelle dans le jour qui allait en s'obscurant. Eddie effleura du regard les groupes d'immeubles en briques de la rive opposée, des magasins depuis belle lurette mis à sac par des pillards à coup sûr, ainsi que les canyons pleins d'ombre et les dédales de pierre, et il comprit soudain à quel point il avait eu tort, à quel point il avait été fou d'espérer trouver de l'aide dans cette cité. Oh, tellement cool. La vision, elle est ouf, quoi. Tu vois, t'as la représentation de la ville qui tombe vraiment comme d'un coup comme une révélation après l'action et le passage difficile qui vient, quoi. Le gars, il relève les yeux, Ouais. il voit plus la même chose, quoi. Il y a un voile Ouais. qui s'est levé de « Wow, on est dans la merde, en fait. C'est trop bien. » Ouais, il se retourne et c'est une autre aventure qui commence, quoi. Mm. L'homme brandit au-dessus de sa tête on ne sait quoi, ce que nous on devinait une grenade et qui serait confirmé plus tard. Et alors que Roland dégaine son revolver, Eddie réalise à quel point il s'est fourvoyé, lude et tout sauf un lieu hospitalier. Ah, pardon, j'ai un peu d'avance. Les menaces de l'homme pirate en guenille, nommé Gâcheur, sont sérieuses. Manifestement atteint de la syphilis, il va bientôt mourir quoi qu'il arrive. On l'avait deviné, mais ce qu'il tient, c'est en effet une grenade qu'il a dégoupillée. S'il lâche, tout le monde meurt, soit dans l'explosion, soit dans la chute du pont. Alors Roland remballe son pistolet. Il a une façon de parler gâcheur très. Qui me fait toujours un peu rigoler, quoi. Il est incroyable. Ses expressions, ouais. On en reparlera Genre, quand après, t'as- mais, La Non, vas-y. première phrase qu'il dit à Roland, c'est Rengaine ce joujou, mon couillon. Ouais. Non, mais toutes ces phases de dialogue, elles sont incroyables, je trouve. Vraiment, il est tellement là où il faut, quoi. Enfin, je sais pas, il représente vraiment tout ce qui se passe de mal. Et il est ultra crédible, en fait, sur plein d'aspects. Il est vraiment ce personnage qui a tout perdu, quoi. Il sait qu'il va mourir, il s'en bat les couilles. Il est au c'est final ça. de finale.
Tu vois, le côté, quand il dit va te faire enculer, il dit, bon, je pourrais le faire, en fait, je pourrais me couper la bite, il me la fout dans le cul pour le bien que ça me ferait, quoi. Et vraiment, tu dis, le gars, il a une répartie incroyable, il a tout ce qu'il faut pour dire, c'est exactement l'ennemi qu'il devait rencontrer, quoi. J'avais lu quelque part... Fuck, je vais pas le retrouver. King, il le dit... En fait, on le lira dans dans une note de fin de King, il dit de qui il s'inspire. Ah si, pour le dialecte, il le dit dans le tome 6 pour le dialecte de Gasher, King, il dit que il s'inspirait de The Quincunx de Charles Palliser, et je sais pas ce que c'est en VF. Ouais, mais par rapport à la VF, je suis pas convaincu que l'aspiration elle soit retranscrite. Mais oui, mais c'est marrant parce qu'en fait ça je l'avais pas noté parce que je me suis dit pas d'intérêt pour ce qu'on fait là. Mais en fait vous relevez quand même qu'il a une façon de parler qui est assez spéciale. The Quincunx, c'est un roman en effet de Charles Palliser. C'est un premier roman. Attends, on va voir si je traduis la page. Machin. Il prend la forme d'un mystère dickensien se déroulant dans l'Angleterre du début du XIXe siècle. Moi, ça me fait presque penser à un mélange, justement son vocabulaire, là en tout cas en VF, entre du Audiard et du shérif un peu chelou, du western un peu chelou, quoi. Une espèce de gouaille dans la façon de parler. The Quincunx, c'est quinconce en français, et la page Wikipédia dit, en intro, de nombreuses énigmes apparemment résolues dans l'histoire ont une solution alternative dans le sous-texte. Et c'est ce gars-là qui a inspiré la façon c'est le mec qui a écrit un texte qui est plein d'énigmes qui ont des significations dans le sous-texte, qui a inspiré la façon dont parle Gasher. Ah, c'est ouf. Ça, c'est marrant. Ouais. Ok. Par contre, je suis pas sûr que ça ait été traduit. Non, il est pas paru en français. Il est pas paru en français. Fiction historique. Très bien. Voilà. Donc, pardon. Non, ça va, c'est super intéressant. Gasher veut le louchon. Comme prédit par les habitants de River Crossing, il veut Jake. En échange, il promet la vie sauve au reste de l'équipe, au moins de la part des gris. Ils ont la parole de l'homme tic-tac. Eddie s'agite. Il sent que Roland est prêt à céder le gamin, qui lui-même est prêt à suivre Gasher, faisant confiance au pistolero, qui lui dit qu'il tiendra sa promesse. Oui, de toute façon, il n'y a pas d'autre choix que de lui faire confiance à ce stade. Susanna aussi comprend à quel point leurs choix sont limités. Il est décrit comme ayant une tête scrofuleuse. Je savais que c'était une maladie, j'avais pas été voir, là, je viens de le faire. T'as fait Google Images et tu regrettes ? Ouais. À quoi, la syphilis ? Non. Là, quand il est décrit avec une tête scrofuleuse, c'est une tête avec des lésions, des ganglions, des trucs un peu déformés, dégueulasses. J'aurais pas dû aller sur Google Images. Tu sais comment on soignait la syphilis au XVIIIe siècle ? Non. Un des trucs, c'était d'injecter. Je sais pas, des amphètes. Non, je sais plus quel produit, mais un truc qui était déjà mortel de base dans l'urètre des hommes. Un coup de seringue. C'était un très bon document. Enfin, ça, ils en parlent dans un documentaire sur les pirates sur Netflix que je vous invite vraiment à regarder, où il parle le Barbe Noire qui était atteint de syphilis sur la fin de sa vie. D'où les rêves chelous et son comportement étrange qu'il avait étrange entre guillemets, fou furieux qu'il avait sur la fin. Et il essaie de faire soigner en se faisant injecter des trucs. La scène, elle est incroyable. Tu vois pas visuellement ce qui se passe, mais tu ressens le truc pour lui assez fort. Susanna aussi comprend à quel point leurs choix sont limités. Roland n'écoute pas Eddie qui pense que Gasher bluffe. Il laisse Jake avancer vers le pirate et lui promet qu'il viendra le chercher. Jake tient toujours Hot, qui grogne au fur et à mesure qu'il se rapproche de Gasher. Et moi, j'ai beaucoup ri parce qu'à ce moment-là, je pense qu'en VO, c'est plus facile parce qu'il dit asshole. Mais du coup, Jake, il répète trou du cul. Non, Hot, il répète trou du cul. C'est quel passage ? On est dans le passage 14 et c'est au moment où il le pose en fait et Gasher il lui dit un truc genre tu tiens vraiment à ce petit animal, pose-le et s'il me saute dessus quand on part, je ferai en sorte de lui passer la tête par son trou du cul, un truc comme ça. Et Hot qui est archi vénère, il fait trou du cul. Passage 14. Ah c'est ça, c'est quasiment à la fin. Oh même pas, c'est au non, c'est au moitié, non ? C'est au milieu du passage 14. Ouais. I know. Assault. Ah oui, tu cherches en anglais. Assault, ouais. Et assault, c'est plus facile à répéter parce que c'est un seul mot, tu vois. Mais... ça fait plus rire en anglais qu'en français, c'est trop drôle. Mais surtout qu'en plus, la façon dont il est décrit, il dit que Hot, il a ses dents à nu, donc vraiment, il est en train de grogner comme ça, il fait grogner. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est drôle. C'est trop marrant. C'est drôle. Arrivé sur le béton, Jake se retourne en direction du cathète et espère que Roland tiendra bel et bien la promesse de ne pas le laisser tomber. Il le croit, mais il a peur de ce qui peut se passer avant qu'il ne parvienne à tenir sa promesse.
En fait, le tout, oui, c'est tu tiens ta promesse, mais quand? Ouais. C'est ça. Et Roland se fait la réflexion plus tard, il espère que quand il va le retrouver, ils l'auront pas complètement brisé quand il retrouve son sac à dos. Mais du coup, je m'étais vraiment noté, l'échange entre Gasher et Roland est ultra vulgaire, mais tellement agréable à lire. Tu sens le personnage qui a vécu, quoi. Qui a vécu l'enfer, qui est la fin de sa vie, qui vit vraiment, qui vit bien en plus sa fin de vie, quoi. Il est en mode, je fais vraiment ce que je veux, c'est fini, j'ai plus rien à regretter, quoi, c'est trop bien. Et je viens d'y penser, mais en plus, la petite comparaison que t'as fait avec Barbe Noire tout à l'heure est pas déconnante parce qu'il est quand même décrit avec des vêtements très bariolés, même comme un flibustier au départ. Oui, donc oui. Vraiment, on dit pirate plusieurs fois après. Hein. Ouais. Ouais. Mais oui, il ressemble vraiment à un pirate. Bon, alors je comparerai pas Barbe Noire à Gasher, c'est une insulte pour Barbe Noire. Mais il avait plus de prétention, Barbe Noire, quoi, excuse-moi. De prétention? Bah, Barbe Noire, il a quand même. Ça a été un des leaders de la liberté pirate du XVIIIe siècle, quoi. Dire que Gasher, c'est Barbe Noire, c'est vraiment. C'est un peu dur, quoi. Barbe Noire sur la fin de sa vie, quand il est complètement taré à cause de la syphilis. On connaît pas le passé de Gasher, j'avoue. Non, pitié, non. On sent que ça te fait du mal, hein. Ouais. Barbe Noire, il a eu, je sais pas, voilà, je peux dire, il a une aventure avec Anne Bonny, tu vois, je me dis, bon. C'est comme un vrai pirate, quoi. Dans le sens littéral du terme. Enfin, bref, j'arrête avec Barbe Noire. Jake pose Hot par terre, à qui il crie de courir alors que Gasher se jette sur lui pour le frapper. Le petit bafouilleux file comme une flèche à la fin du pont et disparaît dans les fourrés. Gasher attrape Jake, qui se retrouve coincé dans les bras puants de ce qui, en plus, semble être un pédophile. Je reviens pas sur ce détail, mais en fait, il y a des indices qui sont plus que des indices. Il y a des indices, il y a des promesses. Hein. Ouais. C'est un enfer. Promesses. À partir de là, c'est un enfer pour Jake. Ah bah clairement, ouais. Il recule à la sortie du pont et annonce que dès qu'il le lâchera, il l'attrapera par le bras et alors il devra courir avec lui. Et à ce moment, le cas se sépare, un peu façon Seigneur des Anneaux, justement. Et moi, je me dis, en fait, à l'époque où les autres livres n'étaient pas sortis, enfin, même maintenant qu'ils sont sortis, rien nous garantit qu'ils se retrouvent, mais il y a quand même 4 gros tomes après, donc tu doutes un petit peu qu'ils vont se retrouver. Mais quand tu lisais ça à l'époque, tu te dis, mais est-ce qu'ils vont un jour se retrouver? Parce que dans Le Seigneur des Anneaux, c'est pas aussi évident, quoi. Ouais, là, ils se retrouvent avant la fin du tome. Oui. Oui, mais quand tu lis le tome 3, tu sais que quand t'es en cours de lecture, quand t'es en train de le lire. Mais tu sais pas ce qui vient après, tu vois. Ah oui, ouais. Là, aujourd'hui, quand tu lis le tome 3, tu te dis, ah ouais, franchement, il y a plein d'autres tomes. Enfin, il y a le tome d'après, il s'appelle Le Chant de Susanna. Pour peu que tu l'aies lu, tu te dis potentiellement c'est qu'elle est toujours là, qu'elle revient, mais est-ce qu'ils se recroisent ou pas, tu vois, c'est... Je trouve que c'est une expérience différente de lecture quand tu sais que le cycle est pas terminé et que, du coup, tu sais pas combien il y a encore d'histoires après. En vrai, je me souviens pas à ma première lecture que j'avais un doute sur le fait qu'ils allaient continuer ensemble, quoi. Il y a trop de fusils de Chekhov il faut trouver Blaine, il faut avancer avec Blaine, machin, de dire ok, c'est une aventure qui arrive entre eux et Blaine maintenant pour faire avancer l'histoire, mais j'avais pas de doute sur ça. En fait, ils galèrent trop pour que ça arrive trop tôt, en fait. Mais en vrai, comme tu le dis, en Seigneur des Anneaux, ça arrive tôt, en fait. C'est fin du tome 2. Ouais, je sais pas, c'est un peu... Ouais, je sais pas, c'est discutable. Mais je vois ce que tu veux dire, tu veux en dire. Alors il s'élance dans un marathon, pénètre directement dans une rue de Lude et court parmi des carcasses rouillées de voitures, des caniveaux emplis de verres brisés et de ferrailles, d'arbres morts, les ruines de briques de magasins et une forte odeur de pourriture. Il y a le premier qui se jette à leur poursuite, c'est Hot. Je note, juste. Oui, c'est à la fin du point. Ouais. Là, j'avance. On le sait pas encore, là. Ouais. Excuse-moi. Non, t'inquiète. Gasher le tire à l'est, à l'opposé du sentier du rayon, dans la direction de rues encore plus encombrées et d'une barricade. Gasher va très vite, trop pour Jack, qui halète, et se fait quasi traîner. Jack comprend. Gasher sait où il va, mais pour Roland, ce sera un vrai labyrinthe. Gasher ordonne à Jack de se faufiler dans le barrage qui se dresse devant eux, et lance la grenade derrière eux, projetant quelque chose sur son omoplate gauche. Et en fait, c'est après toute cette description-là qu'on a Hot, qui arrive dans le récit, et on se rend compte qu'il est su discretos et qu'il se faufile à son tour. Et j'ai relevé le passage parce que, en fait, c'est presque la lumière après un début de galère, et tu te dis, ah ok, en fait, c'est le seul espoir. Ouais. Le seul espoir, c'est Hot, on le sait. Et King, il écrit, quand Jack et Gasher eurent disparu, une petite boule de fourrure se faufila hors d'un barrage de béton. C'était Hot, le bafouilleux s'immobilisa un moment devant l'ouverture de la venelle, le cou étiré, les yeux brillants. Puis il s'y engagea, le nez au ras du sol, reniflant avec soin. Ouais. Alors moi j'ai l'image de Rantanplan dans Lucky Luke avec... Oui, c'est ça, hein. C'est ça. J'adore cette idée. L'idée fixe, c'est plus sympa. Ouais, voilà, il piste 100 mètres, tu vois. Mais c'est marrant parce que du coup, t'as vraiment le truc du aller-retour de Hot vient de se faire sauver par Jack. S'il l'avait pas fait, Jack était mort.
Il n'aurait jamais pu le retrouver. Et c'est marrant. Prêté pour un rendu en direct. En arrière sur le pont, Eddie en veut à Roland, mais quand il entend la grenade exploser, il comprend enfin que le pistolero savait que Gâcheur ne bluffait pas, parce que Gâcheur n'a rien à perdre. Le pirate pustulant a sûrement pensé que Jake était leur monnaie d'échange, leur droit de passage. C'est fou, ça. Mais le cas doit se séparer. Susanna et son fauteuil ne passent pas là où Gâcheur a emmené Jake. Le pistolero va donc partir à sa poursuite, pendant que Susanna et Eddie partent à la recherche du monorail, qui sort de la ville s'il existe. Quand ils l'auront trouvé, Eddie devra tirer une balle toutes les 30 minutes pour guider Roland jusqu'à eux, quitte à ce que ça attire des gens qu'il faudra abattre. Roland part et le cathète ainsi dissolu et en danger, Eddie se sent isolé, lui et Susanna sont au bord des larmes. Et je cite, « La prémonition que leur quête avait pris fin avant d'avoir réellement commencé alourdissait son cœur. » Ouais, j'avoue. Non, mais ça va, c'est bien écrit, c'est bien écrit. Et pour Venant King, ça fait vraiment très promesse de « Hey, ils sont déjà séparés, c'est fini !» Ouais, bah ouais, du coup ça fait très... Oui, moi c'est là où ça me fait penser au Seigneur des Anneaux, tu vois. Pour le coup, il parle Que j'ai jamais lu, donc je me permets... Toujours un truc. Il explique qu'il doit avoir une gare, ce qu'on appelait jadis, dans le pays lointain, un berceau. Page 181, tome 1 de Concordance, forteresse des gris, labyrinthe des gris ou berceau des gris. Le dédale crasseux s'étend sous la ville, tient plus de la porcherie que du quartier général. Pardon, ça c'est pour le labyrinthe, blablabla. Et situé dans la partie est de Lude, le berceau des gris et surtout le royaume du détestable Andrew Quick ou Homme Tic Tac. C'est là que les gris actionnent les tambours. Et en fait, c'est marrant, j'ai pas noté. Enfin, il y a rien qui le fait qu'on appelle un berceau le fait là où loge Blaine. En fait, c'est intéressant. Ouais. Et là, nous, à partir de ce moment-là, dans le récit, on switch entre Eddie et Susanna, Jake et Gâcheur, Roland et Hot. Enfin, Hot tout seul devant et Roland qui se rejoignait assez vite. Et du coup, en plus, on les suit un peu de façon simultanée, c'est-à-dire que, en fait, il y a des... King, il est assez malin, il y a des repères qui font des bruits d'explosion, des bruits de batterie qui démarrent, qui nous permettent de savoir un peu à quel moment ils en sont l'un de l'autre et de se dire, ah oui, donc ce que vient de passer Roland là, en ce moment, à exactement ce même moment, il se passe ça pour Eddie et Susanna. Je veux juste revenir sur le berceau, parce que je viens de le chercher parce que ça me rappelait quelque chose. Le berceau, c'est aussi le nom qu'on donne, tu sais, à toute la charpente de bois sur laquelle est posé un bateau et qui va glisser avec lui quand il va à l'eau. Donc c'est un truc qui supporte les trains, et donc c'est peut-être une traduction qui s'est inspirée de ça. Ah oui. J'essaie de me souvenir d'où c'est que j'avais vu ça. Je vois l'idée, ouais. Donc du côté de Jake, entre sa main blessée, ses poumons en feu, la poigne de Gâcheur qui en plus lui colle un coup de poing parce qu'il ne va pas assez vite, tout n'est que souffrance. Gâcheur lui dit Schnell, ce qui veut dire rapide, ou donc du coup qu'on comprend dépêche-toi, ouais, vite, en allemand. Ouais. Schnell, raus. C'est ça. Oui, j'ai fait de l'allemand avant. Moi jamais. il me reste 3 mots. Hein. Moi non plus, mais je sais que Schnell, ça veut dire vite, parce que dans tous les films de nazis, on entend ça. Ouais, c'est ça. Schnell. Dans Indiana Jones, on l'entend beaucoup. Ah ouais ? Ouais. T'as pas vu Indiana Jones ? Si, j'ai vu Indiana Jones. Je m'en souviens pas. L'improbable duo s'enfonce de plus en plus dans le pays des gris via une venelle, une petite rue étroite, nous dit le dictionnaire, qui est non seulement camouflée, mais aussi fortifiée par de nombreux matériaux entassés. Sans jamais aucune hésitation, Gâcheur entraîne Jake dans des bifurcations au sein des rues d'acier tordues de plus en plus étroites. Impossible que même Roland réussisse à trouver son chemin là-dedans. Plus ils avancent et descendent, et plus les murs sont constitués de papier, classeurs, matériel informatique, puis de TV alors qu'ils entrent dans un tunnel. Gâcheur derrière lui, le poussant, il bifurque à gauche et à droite, guidé par les coups du pirate répugnant qui le menace de bien des choses tout aussi répugnantes. Dans cette course folle, Gâcheur prend quand même le temps de stopper brutalement pour lui montrer un piège de barbelé quasi invisible qui fait tout s'effondrer ne serait-ce que si on le frôle. Jack pense, manquant de tout faire tomber à cause de son sac à dos, ce qui lui vaut une nouvelle gifle violente. Il se met à pleurer quand Gâcheur fanfaronne que le pistolero n'a aucune chance de s'en sortir ici, il ne verra pas les fils. Mais pas le temps de s'attendrir, ils se remettent à courir, s'enfonçant de plus en plus profondément dans la cité délabrée. Jack sombre dans le désespoir alors que la batterie se fait entendre tout autour d'eux. En arrière, Roland est à la barricade, et lui n'est pas dupe. Il sent qu'il n'est qu'au pied des murs d'enceinte d'une forteresse. Au bout, il n'y aura pas l'air libre. Il distingue des empreintes dans la poussière. 2 humains, mais aussi un petit animal. Alors il appelle doucement Hot, qui jappe du bout de la venelle à un embranchement. Quand Roland approche, l'animal recule, toujours méfiant. Roland demande à Hot de l'aider à retrouver Jake. « Eik !» répond la petite créature. Alors il s'élance à leur trousse, Hot le nez collé au sol suivant une odeur, Roland suivant des signes autour de lui.
De son côté, Eddie est vraiment très déçu que la cité soit à l'opposé de ses attentes, même si lui et Susanna ne passent pas la barricade et se retrouvent dans une partie de la cité en meilleur état, avec des anciens bâtiments blancs presque majestueux, sûrement l'ancien centre culturel de Lude. Il y a un côté très post-apo là-dedans. Ah, et c'est complètement du post-apo, hein. C'est incroyable. Hein. Ouais. C'est vraiment, Et très... en fait, moi là, je revois... j'ai oublié son nom, dans Le Fléau. Quand il part de New York et qu'il passe sous le pont, la cité, elle commence à être délabrée, et tu te dis New York devient comme ça, quoi. Tu vois, Larry, exact. Oh. Arrivé à une place, il voit que des poteaux sont ornés de haut-parleurs et qu'à ces poteaux pendent des cadavres plus ou moins récents et que le sol dessous est jonché d'os. L'avantage est que la place est dégagée et qu'en un coup d'œil vers les nuages, il voit vers où part le sentier du rayon et la route qui part de la place dans cette direction a une statue de tortue en pierre à son entrée. Heureusement, la rue de la Tortue est praticable en fauteuil. C'est ouf. Vraiment, c'est vraiment le miroir de New York. T'as aussi la route de la Tortue aussi au même endroit. C'est marrant. Susanna pressent que les haut-parleurs ont servi pendant la guerre, puis se sont tus quand elle a pris fin, avant de reprendre du service quelques décennies plus tard pour diffuser une bande enregistrée, celle avec la batterie qu'ils entendaient, que les descendants des habitants originels doivent confondre avec une voix mystique, un signal déique de mise à mort. Alors qu'elle réfléchit à tout ça, combien de personnes sont mortes à cause d'un court-circuit qui déclenche une bande? Est-ce que c'est pas juste un prétexte pour se battre quoi qu'il arrive, machin. La musique se déclenche et on n'en entend que la batterie, comme si les balances avaient été déréglées. Eddie la pousse à la recherche du rail, pressé de sortir de ce corridor de la mort. Ouais. C'est ouf la folie de cet enjeu en fait. T'as vraiment, ils sont dans une ville post-apo, c'est vraiment du Mad Max quoi. T'as une batterie qui commence à apparaître et tu sais que la guerre va démarrer autour de ça. Il y a un côté vraiment, c'est aux antipodes de la logique, quoi. Tu vois, t'as rien qui fait sens du tout. T'as un labyrinthe qui est fait de télé, de classeurs et de machin. T'as une ville qui est désastrée avec une batterie qui se met en route et des gens qui vont se battre parce que la batterie leur dit de se battre. C'est vraiment, on est dans l'antithèse de la logique, quoi. C'est trop bien. Ce qu'on apprendra plus tard, c'est même pas qu'elle leur dit d'aller se battre, c'est qu'elle leur dit aussi de se sacrifier. Oui. Et que ils se sacrifient à chaque fois que la batterie se déclenche. Donc la batterie se déclenche plusieurs fois par jour. Ils doivent être sacrément nombreux pour que ça continue pour qu'il y ait encore du monde à sacrifier, quoi. Alors elle leur dit rien, c'est eux qui interprètent. Hein. Et là on est vraiment sur la version après ils leur diront quand ils vont rencontrer c'est juste ça. C'est pas dans le passage qu'on va faire, c'est dans le sud d'après. Bon, on en reparlera. Jake, lui, n'est que souffrance et continue de se faire terriblement maltraiter par Gasher, qui commence lui aussi à montrer des marques de fatigue. Là où ils se sont arrêtés, au-dessus d'eux, une immense fontaine de marbre tient par des câbles. Alors que Gasher se satisfait de ce piège installé par l'homme Tic-Tac, il se demande aussi pourquoi la batterie ne retentit pas comme prévu. Ce qui vient donc contredire ce que Susanna pensait juste avant. Elle ne retentit pas au hasard parce qu'il y a un court-circuit, mais quelqu'un déclenche ses batailles. Ouais. Volontairement. Blade. Gasher lui a montré où ne pas marcher pour ne pas déclencher le piège, mais le pauvre est tellement désespéré qu'il est tenté de le déclencher. La seule chose qui le retient, c'est d'emporter avec lui plus de monde, ou du monde plus important, que simplement Gasher qui n'en a déjà plus pour longtemps. Si je dois aller faire reset à la jolie dame à la faux, comme il l'a dit, autant que ce soit en nombreuses compagnies, pensait Jack, Roland aurait compris. Roland aurait compris qu'on retrouvait dans le tome d'avant. Au début, dans le livre d'avant, pardon, dans ce tome-là, où quand Jack était dans son école, il y avait plein de vérités, il y a marqué Roland aurait compris. Roland aurait compris, et on retrouve cette formule-là. C'est une pensée de pistolero aussi. Ouais. C'est une pensée de pistolero d'apprenti pistolero envers son maître, tu vois. Et aussi ce truc où il a l'impression de valider ses pensées en se disant, oui, en fait, c'est parce que on me forme comme ça et que c'est la bonne chose à faire. Ouais. Il y a vraiment ce côté, si je meurs là, Roland aurait compris que je devais mourir là et que j'en aurais dû en apporter le maximum avec moi, quoi. Je trouve ça trop bien. Ouais. Roland, lui, avance plus vite que ce que n'aurait pensé Jake. Et ce, grâce à Hot. Il a quand même pris le soin de trouver des indices de lui-même aux premiers embranchements pour confirmer les décisions d'Hot. Mais désormais, il le suit en se contentant de continuer à repérer les traces de Jake et Gasher au passage. Mais leur cadence l'empêche de voir les fils du piège tendu. Et c'est parce qu'il se stoppe net quand la batterie retentit qu'il ne les heurte pas. Et là, ça, si c'est pas le cas... C'est exactement à la fin du truc, c'est trop bien. Ouais. Hot, lui, est passé naturellement dessous et ne le remarqua même pas. Roland passe tant bien que mal sous les fils et récupère le sac à dos de Jake, et pas du garçon. Il se force à penser Jake, en espérant que Gasher et ses amis ne l'auront pas brisé au point qu'il ne trouve plus d'intérêt à son contenu. J'aime bien quand il détaille ce qu'il trouve dans le sac de Jake, ainsi que les trésors que le gamin avait glanés au cours de la route.
Une roche où étincelaient des éclats jaunes semblables à de l'or, mais qui n'en étaient pas. Une pointe de flèche, sans doute un vieux vestige du vieux peuple de la forêt, que Jack avait trouvé dans un bosquet le lendemain de son parachutage. Une poignée de pièces de monnaie de son monde, des lunettes de soleil de son père, 3 ou 4 autres babioles que un garçon de moins de 13 ans était à même d'apprécier. Alors là, je me dis, putain, en quelques lignes, t'as toute l'histoire de Jack sur les 2 semaines, 3 semaines où il est là, en fait. Vraiment tout ce qu'il a ramassé et tout ce qui fait que ça rend le personnage vivant, ça donne son histoire, c'est vraiment un enfant, donc évidemment il collectionne des petits objets comme ça qu'on aurait tous collectionnés dans un nouveau monde, tu vois, genre bien cette tête de flèche, je dis bien sûr, je le regardais aussi. Et vraiment il y a un aspect ultra fort sur quelques lignes, c'est trop bien. Oui, et moi c'est pour ça que Les Loups de la Cala est aussi un de mes tomes préférés, c'est parce que c'est là où on a le plus en miroir, c'est un pistolero, mais c'est aussi un enfant. Là, on est quand même passé de ok, si je dois mourir, j'emporterai le plus de monde possible avec moi, ou en tout cas du monde plus important que ce fichu pirate. Mais c'est aussi un enfant qui met des trucs dans ses poches de façon random, juste parce que ça lui évoque quelque chose, quoi, tu vois. Et c'est fou qu'il puisse être ces deux personnes-là à la fois, et King, il assiste là-dessus, et c'est, quand je dis que King, il fait des personnages, des excellents personnages, c'est ça, en fait. C'est ça qu'on veut dire, c'est toutes ces nuances-là, et pas le restreindre à juste une facette. Ouais, il est en complexe. Cette façon de caractériser un personnage au travers de petits détails qui tiennent en 2 lignes. Ouais, c'est fou. Et tu comprends ce qu'il est en train de te dire. Ouais. Il repart, mais Hot à ses côtés cette fois-ci. Au prochain piège, le cas ne serait peut-être pas du côté du petit animal, alors les 2 pisteurs doivent unir leurs forces. Eddie se retrouve comme au tome précédent, à galoper en poussant un fauteuil, mais cette fois-ci sur du vieux bitume. Et tu te dis, putain, Eddie, il en chie, quand même. Tu l'as dit avant, mais moi, c'est là où je l'ai noté, ce ping-pong entre Eddie et Jack et Roland. Enfin, pardon, Eddie et Susanna, Jack et Roland à côté. Je trouve ça ultra fort, parce que en fait, il y a vraiment ce truc de comme quand il tirait Jack de ce monde pour l'amener vers l'entre-deux-mondes. T'as vraiment chacun a sa mission, chacun a son besoin d'être là pour que tout fonctionne, en fait. Et je trouve ça trop bien, en fait. Le récit donne l'importance à tout le monde, en fait. Je trouve ça trop bien. Ouais, je trouve qu'en termes de dynamique, c'est pas forcément un exercice facile. Ouais. Et je suis pas autrice, donc mais je me dis que c'est pas un exercice facile. Et là, en fait, King, il a aussi un certain sens du rythme. Quand il veut accélérer les choses, il sait accélérer les choses. Ouais. Et là, on est, tous les deux, et toi, le premier grand poil, je crois, de dire, j'ai même beaucoup plus avancé que ce qu'on s'était dit, parce que c'est impossible à lâcher. Tu vois. C'est le passage où t'as envie de savoir, t'as envie de continuer, puis ça, chaque fois, c'est suffisamment court pour que tu te dises, allez. Un petit de plus. Ouais, c'est terriblement efficace. Devant eux, à un embranchement, les ados de Lude s'adonnent à une nouvelle exécution publique. Pardon, juste avant ça, il y a la scène où Eddie regarde un truc et il dit, j'ai l'impression de voir un frisbee géant que Thor aurait lancé, enfin que Odin aurait lancé à Thor et qu'il l'aurait pas rattrapé. Et en fait, je me disais, c'est fou comme cette scène, elle n'a aucun sens. Et c'est... Je trouve en quelques lignes comment tout représenter de Lude, quoi, le non-sens complet. Parler de Odin et Thor dans une ville qui est de notre époque, ça fait aucun lance, qui se lance un frisbee juste devant avec des guerriers qui se font la guerre, des tambours qui résonnent sans que personne ne sache pourquoi et comment. Le frisbee des dieux, il appelle ça. Un des ennemis étant des enfants, un des ennemis, l'homme tic-tac qui est l'enfant d'un nazi. Qui a aucun sens non plus, quoi, tu vois, le tout contrôlé par un train géant, tu vois, vraiment, en fait, quand tu prends conscience de tout ça, c'est de la folie, en fait, il y a la folie partout, en fait, tu vois, c'est aucun sens nulle part. Non. Un petit gamin court vers eux et leur dit de venir voir l'exécution de Spanker. Mais le gamin a une main cachée dans son dos, et ça déclenche une alarme en Susanna, qui switch en Data Walker et sort son arme pour mettre en joue le gosse, lui intimant de s'arrêter. Mais ce n'est pas un vain gamin. C'est un nain. Il tient une grenade, mais se fait désarmer par un tir rapide de Data/Susanna. Le nain meurt, la grenade explose loin d'eux, mais même s'ils se prennent quand même des débris. Moi, j'avais trouvé ça intéressant, c'est la même technique que Gasher. Le gars s'approche avec une grenade, et là tu dis, pas 2 fois, ça marche pas 2 fois, mec. Ouais. Tu restes où t'es, tu meurs. et j'aime bien la scène de Eddie qui essaye de sortir son pistolet, qui est bloqué par la mire dans son pantalon, qui déchire son pantalon, tout un truc de ultra difficile en quelques lignes tu sens que c'est outrageux presque de pas sortir à son pistolet pour un pistolero aussi rapidement. En fait, je me dis au terre, bah oui, c'est pour ça qu'on fait des holsters, mec. Juste, si t'as jamais fait ça dans ta vie de
mettre un pistolet dans ton dos comme les gangsters et essayer de le sortir rapidement, bah t'y arrives pas parce que t'es un gros con en fait quand tu fais ça. Bah c'est normal. Moi j'ai jamais fait ça. Hein. Leur séance de mise à mort interrompue par la mort de l'un des leurs, les ados se retournent vers Eddie et Susanna et les chargent. Eddie et Susanna tirant sur la foule qui s'avance vers eux, rapidement mais un peu moins efficacement que le pistolero à Tulle, sans réfléchir, tels des pistoleros. Ils en éliminent plus de la moitié, Susanna tuant quelqu'un pour la première fois, ce qui coupe dans leur élan les quelques survivants qui implorent le pardon des pistoleros en réalisant qu'ils en sont et lâchent leurs armes. Alors qu'Eddie essaye de parler avec le responsable, Susanna reste horrifiée de ce qu'elle comprend. Dès que la batterie retentit, il décide au hasard lequel d'entre eux sera sacrifié aux dieux. S'ils ne répondent pas par la mort au tambour des dieux, alors les fantômes des morts ressusciteront pour emporter les vivants. Est-ce que j'ai compris? Parce que j'ai pas trouvé ça hyper clair, ce passage-là. Non, du tout. Non, c'est ça, pour moi. Ok. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, hein, c'est qu'à chaque fois qu'il y a la batterie qui se déclenche, il sacrifie quelqu'un, donc c'est quand même plusieurs fois par jour. Ouais, c'est quand elle parle du tirage de cailloux de Swanker, là, ça Oui. Ouais, alors, juste un peu avant, pardon, j'aime bien le fait que Eddie se pose la question de combien de balles il reste dans son Ruger, que c'est le Ruger, donc là, la marque de son pistolet. Ouais. Et en fait, je me dis, bon, c'est pas le pistolero qu'on mérite, mais c'est quand même le pistolero qu'on a. Et du coup, je suis allé chercher quand même l'info. Pour info, ça doit être un 9 mm, donc il doit avoir entre 9 et 10 balles dans le chargeur, pour l'info réelle. Et effectivement, Susanna avait cessé d'écouter, son esprit s'était fixé dans une fascination horrifiée sur quelque chose que la femme avait dit plus tôt, c'est le caillou, machin et tout. Elle se souvient d'avoir lu dans le temps où elle était à la fac une histoire de Shirley Jackson, la loterie. Et compris que ces gens-là étaient des descendants dégénérés des ados. Donc je suis allé chercher la loterie, une nouvelle de Shirley Jackson qui date. C'est une de ses meilleures histoires. Tu connais? Ouais. Oui, avec la maison hantée, c'est une des histoires qui a le plus inspiré King pour beaucoup de choses. Ah ok, bah, pas étonnant, du coup on la retrouve. Donc écrit le 26/06/1948. Je vous laisse faire le calcul. Non, je sais pas. Bon ouais. Non, arrête. Laisse-nous compter. Ça raconte effectivement comment un village, une fois l'an, fait tirer des papiers dans une boîte aux différentes familles du village. Et une fois que la famille est choisie, la famille et chaque membre doit retirer des papiers. Et un des membres est choisi pour être lapidé par les autres villageois, qui fait que ça amène des bonnes récoltes de tuer quelqu'un. Évidemment, le sacrifice amène l'oracle des dieux, enfin l'oracle bonne nouvelle des dieux en tout cas. Alors je dis pas que comme c'est écrit quelque part ça existe dans la tour, mais étonnamment ça a été écrit et donc ça existe dans la tour, voilà. Mais comme c'est un personnage qu'il cite au passage, je me dis ça a été écrit avant, donc du coup c'est dans la tour, c'est relire. Ma théorie toujours quoi. Point Shirley Jackson du coup parce que on n'a pas encore beaucoup parlé d'autres œuvres que de celles de King. Déjà c'est une autrice donc c'est toujours bien de la citer. Elle est américaine et en fait c'était une autrice d'horreur parce qu'elle est décédée et elle est décédée assez jeune parce que elle avait je crois une insuffisance cardiaque et elle a du coup assez peu publié mais tout ce qu'elle a publié a marqué et on n'a pas attendu qu'elle soit décédée pour que ça marque parce que des fois aujourd'hui genre tu vois Queen, j'adore Queen et je dis pas que ce que faisait Freddie Mercury était pas incroyable, mais est-ce qu'ils auraient encore autant ce statut de légende s'il était pas mort comme il est mort en pleine gloire et tout. Bonne question là-dessus. Et du coup, Shirley Jackson, elle a été reconnue quand même avant sa mort. Et elle a assez peu d'œuvres, mais il y a La Loterie, qui est une nouvelle qui lui a permis de se faire connaître. Et il y a aussi La Maison hantée, que j'ai jamais lue, qu'il faut que je lise, et que King a toujours... Il le cite toujours, je crois qu'il en parle dans Anatomie de l'horreur, il revient souvent à Shirley Jackson, et pour lui, c'est un des meilleurs romans fantastiques du XXe siècle. Et je l'ai vu, genre, j'aime bien, je vais beaucoup dans les librairies et dans les Fnac pour flâner, regarder ce qu'il y a sur les têtes de gondole, le choix des libraires et tout. Et là, je suis très dans un mood roman gothique en ce moment, et du coup, je suis allée regarder à la Fnac il y a 2 jours ce qu'ils avaient en roman gothique. Et tu te dis, putain, le roman a 70 ans, et ils avaient toujours en tête de gondole La Maison hantée de Shirley Jackson. En tête quoi. de gondole, carrément. Ouais. Dans les sélections et tout, alors qu'il n'y a pas d'actu, il n'y a pas de, tu vois, mais c'est un classique. Pour eux, et donc pour Eddie et Susanna, impossible de croire en la théorie que c'est une manipulation des grippes pour que les ados s'entretuent, même s'ils n'ont jamais vu ni fantômes ni zombies. Donc non, pour eux, c'était pour les ados. Mais quand Eddie et Susanna leur demandent de les conduire au berceau, à Blaine, les ados tressaillent. Le berceau est dans la zone interdite, et Blaine est le fantôme le plus dangereux de Lude. Même sous la menace de leurs armes, ils préfèrent mourir ici et maintenant que de les conduire au berceau et troubler le repos de Blaine.
Le dernier qui s'en est approché a été foudroyé par le train parce qu'il n'avait pas su répondre à une de ses questions. Et la question était, j'ai pas entendu, mais j'ai entendu, mais j'ai pas compris, quelque chose à propos de la mère des corbeaux, je crois. Ouais. J'ai regardé ce qu'il y avait une devinette au sujet de la mère des corbeaux ou The Riddle of the Raven's Queen ou même Raven's Mother, je sais pas quoi. Ouais. Alors j'ai pas rien trouvé, mais fait étonnant. Savez-vous qu'il y a un supplément de D&D qui s'appelle The Riddle of the Raven's Queen. Voilà. D&D, c'est Donjons et Dragons. Ouais, Donjons et Dragons. Et je trouvais ça trop marrant de... Ouais, il y a quand même un truc autour de ça. Bon, ça veut rien dire, mais ça n'a aucun sens entre les deux, bien sûr, mais c'est marrant. Oui, parce que dans cet univers-là, les corbeaux et tout, c'est une figure assez présente. Mais Riddle of the Raven's Queen, c'est trop drôle. Oui. C'est l'énigme de Raven. Tu te dis, je pense que comme ça a été écrit dans la tour, ça a été forcément écrit quelque part. Du coup, tu vas nous le faire jouer ? Je maîtrise pas Donjons et Dragons. D'accord. Vraiment, je le fais pas, quoi. J'y joue, mais je le fais pas. Mais je crois qu'en plus, c'est un truc, c'est un tout petit, enfin, c'est pas un gros scénar, c'est vendu en ligne, c'est pas un truc officiel, je crois. Il a même pas dû être traduit en français, celui-là. Ouais, c'est pas très grave. Si. Non, il n'a pas été traduit. Sous l'insistance des pistoleros, les ados, en l'occurrence la femme Maud et l'homme Jeeves, avec qui ils échangent depuis tout à l'heure, consentent à les approcher du berceau. Avant de partir, la femme embrasse le cadavre d'un des ados, Winston, probablement son compagnon, rendant les ados plus humains encore à nos yeux, pauvres victimes de la guerre, et comme elle le dit elle-même, victimes des armes que portent les pistoleros, source de tous leurs problèmes. Ah putain, j'ai eu les chills de ouf sur cette phrase, quoi, putain. Oui. Au revoir Winston, dit-elle. Attends-moi là où les arbres s'éclaircissent et où l'eau est douce. Je viendrai te rejoindre, si fait, aussi sûr que l'aube fait disperser les ténèbres vers l'ouest. Oh là là, oh putain. En une page, même pas, on switch de c'est la principale menace à ah putain, en fait, c'est les victimes, tu vois. Ouais, complètement. C'est une bande de dégénérés, et puis au final, ils les humanisent comme ça. Ouais. Moi, sur ce passage, j'ai vu des gens faire le rapprochement, c'est mon deuxième point Seigneur des Anneaux. J'ai vu des gens faire le rapprochement entre les ados de Lude et les orques du Seigneur des Anneaux, parce que les ados, c'est des humains corrompus par la guerre, et le nucléaire, qu'on croit au nucléaire ou pas, peu importe, Eddie lui y croit, et que les orques seraient à l'origine des elfes qui ont été corrompus et torturés par le Seigneur des Ténèbres. Et moi, j'avais trouvé que l'analogie était intéressante, mais je suis allée lire la page wiki des orques pour aller vérifier quand même. Et Tolkien, il a changé plusieurs fois l'origine des orques parce que le fait qu'ils soient elfiques, ça crée trop d'incohérences, notamment sur mourir, pas mourir, et ils sont censés devoir revenir de je sais plus où quand ils sont morts, tout ça. Donc, il y a un moment donné, il a dit, ils sont mi-humains, mi-elfes aussi, mais son fils, dans le Silmarillion, il l'a pas tout à fait repris comme ça. Donc, en fait, l'origine des orques est assez floue, mais on n'est pas à l'abri que King, lui, il en soit resté à cette première version qui semble être la version un peu répandue quand on n'a pas creusé tout à fait le Seigneur des Anneaux et qu'il l'ait fait. Alors, on sait toujours pas si nous, tous les liens qu'on fait avec le Seigneur des Anneaux, ils sont vraiment à chaque fois conscients ou pas, mais que du coup, que lui, il ait cette première explication en tête et qu'il fasse un peu un truc à la Seigneur des Anneaux en nous mettant des personnages qui, à l'origine, sont bons et ont été corrompus, et en fait, on se dit, et on a de la pitié pour eux parce qu'ils ont pas demandé à être là et à être traités comme ça, et que ils sont le résultat de forces extérieures qui ont été mauvaises envers eux, quoi. Ça marche bien, je trouve. Les deux ados partent devant dans la rue de la Tortue, à bonne vitesse, et Eddie galère en derrière avec le fauteuil. Ils passent devant un magnifique bâtiment dont les sculptures au sommet représentent des gardiens de rayon. Oui, marrant. Du coup, je me suis demandé s'il y avait ça dans toutes les villes qui étaient autour de la tour. Oui, et c'est intéressant. Parce que en fait, il dit que c'est un panthéon, une forme de panthéon, un truc comme ça, et il dit, du coup, ça doit exister dans toutes les villes, en fait, autour de la tour avec ses reprises. En tout cas, toutes celles qui sont reliées par le mono. Ouais, moi j'aime bien quand on a des indices que la tour sombre, c'est pas juste une obsession de Roland, mais c'est aussi un truc qui est au centre de leur culture. Ouais. Tu te dis, pour qu'il y ait des sculptures de cette taille-là sur un bâtiment comme ça, c'est pas anodin. On voit que c'est une ville qui se rapproche beaucoup de nous, comment on construit nos villes. Et donc, nous, chez nous, quand on met des statues de quelque chose, c'est que c'est vraiment quelque chose qui a marqué l'histoire. On met pas des statues sur des légendes ou des mythes, tu vois. Ou pas, en tout cas, pas comme ça. Et donc, du coup, quand tu lis ça, tu te dis, ah putain, il y a un vrai truc, en fait. C'est pas un délire de Roland, il y a vraiment quelque chose. Ouais, ça marche bien. Alors qu'ils approchent du berceau, le vent se lève et amène un orage du sud. Moi, j'aime bien quand il y a des orages qui se préparent. On dirait quand ils arrivent vers le cercle de pierre, quelques épisodes avant, là, où tu dis, oh putain, les choses sont en train de se gâter. Alors que la batterie se tait et que Jack trouve son second souffle, Gasher peine de plus en plus, mais s'arrête et lui désigne sur le sol une plaque d'égout marquée Fonderie-la-Merque. Le pirate commande au garçon de la soulever, mais Jack n'a vraiment pas envie de découvrir les ténèbres souterraines de cette ville désolée, alors il feinte que la plaque est trop lourde.
Gachar n'est pas dupe. Il menace violemment Jack, qui n'a d'autre choix que d'obtempérer. Sauf que la plaque est vraiment lourde, et une nouvelle douleur s'ajoute aux nombreuses du corps meurtri du garçon. Quelque chose cède dans ses reins. Sous des nouvelles menaces tant verbales que physiques, Jack descend l'échelle. Alors qu'il descend dans les ténèbres, il entend le fracas du piège tendu par Gachar s'effondrer. Pour les deux, pas de doute que Roland a déclenché et succombé au piège de la fontaine. Jack, pour la première fois, il me semble, supplie le pirate, mais la pitié n'est plus court de ce côté du pont. Il descend et les épaules voûtées, attend que Gachar le mène à son destin. J'aime bien il y a des rats, ils sont énormes. Il le dit un peu de façon bizarre. Ouais. Il dit c'est Henaurmes et bigrement affamé. Et du coup, je suis allé voir en VO ce qu'il notait pour pouvoir se permettre ça. Et en fait, il dit c'est very big and very hungry. C'est avec un W. J'ai trop marrant. Mais tout ce passage, il est fou aussi sur la violence de Jack qui dit avant la fin de la journée, je te verrai mort. C'est putain, vraiment la violence du gamin, quoi. Le gamin, il a 11 ans. Ah, mais il est à bout, quoi. Et tous les petits mots horribles de Gachar, de trésor de mon cœur. C'est horrible. Ça me donnait la gerbe, quoi. Vraiment. Ça file des frissons. C'est ouf. Ouais, c'est violent physiquement et psychologiquement, et tu te dis en fait qu'est-ce qui va se passer pour lui là-dessut. Et c'est là où vraiment le questionnement de Roland fait écho, c'est même s'il s'en sort, dans quel état il s'en sort, qu'est-ce qui reste de lui, tu vois, est-ce qu'il y aura encore quelque chose à sauver dans une enveloppe aussi meurtrie. Enfin, c'est pauvre Jack, quoi. C'est fou. C'est vraiment le souffre-douleur. Pour le coup. Et voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur... Donc là, on est lu du point 1 au point 22. Non, j'ai hâte de la suite, pour le coup. Eh ben non. Ouais, carrément. Ouais, j'ai hâte de la suite aussi. Et habile transition. La suite, ça sera pour le 19e épisode, qui ne sera pas un épisode spécial, parce que j'ai pas le temps de préparer un truc spécial. On va continuer tranquillement. On va terminer du coup ce chapitre 5, et on fera normalement... Là, donc... Le 19 juillet sortira le 19e épisode où on finira ce chapitre-là. Et le 19 août sortira l'épisode où on terminera le tome et où en même temps, normalement, on fera un peu le récap qu'on fait habituellement. Je vais voir si j'ai des questions à poser. J'ai une idée en tête d'un truc à faire. Donc on devrait normalement faire le 20e épisode en live début août. On le reconfirmera soit la prochaine fois, soit fin juillet. Voilà. On sera là pendant les vacances. Bien sûr, bien sûr. Quelles vacances. Écoutez, si vous avez des questions, des théories, tout ce que vous voulez, des messages d'amour, parce que là, en fait, moi, je lis que les commentaires sur lesquels on peut réagir, mais on reçoit beaucoup de merci, beaucoup de vous êtes géniaux, machin et trucs. Donc, je les envoie aux garçons, parce qu'en général, c'est moi qui les reçois, et je leur donne la dose d'amour qu'ils méritent aussi. Et n'hésitez pas. On a besoin d'amour. Merci pour tous les commentaires, tous les pouces, ça fait plaisir de voir qu'on n'est pas tout seul dans cette folie. Voilà. De toute façon, vous pouvez suivre Stephen King France sur les réseaux sociaux, mais surtout venir sur le Discord, parce que c'est là que on spoil à balle dans un salon dédié, donc on peut discuter des épisodes, de la suite de la tour, revenir sur des trucs d'avant et tout. Nous, on aime bien, on ferait ça toute la journée si on était payé pour faire ça, mais on ne l'est pas. Donc merci messieurs, poursuivons notre quête et retrouvons-nous pour la suite dans un mois, pour la presque fin de ce tome 3, pas tout à fait, mais on y sera bientôt, mais surtout pour le 19e épisode. Nice. Oh oui. Déjà 19. Ouais. Déjà 19. Ouais. Et je vous souhaite que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Et le double du compte pour vous. Putain, j'enregistrais pas. Ok, c'est bon, j'enregistre. C'est parti, c'est lancé. Ah oui. Après le 3. 1, 2, 3.